L'horloge de toute chose permet à Subé d'améliorer même l'équipement de niveau inférieur en équipement légendaire. Il l'avait obtenu en récompense de niveau suprême après avoir terminé le 999e étage du jeu vidéo Tower of God. Mais juste après ça, il est mort pour se réveiller dans un autre monde. À son grand choc, il s'est avéré que c'était le monde même de Tower of God. Classe de combat, classe de vie, cristaux de transfert de travail, tout était réel ici. Subé commence à se demander s'il a transmigré dans un monde parallèle où la tour de Dieu existe réellement. Ici, cependant, la tour n'a été dégagée que jusqu'au 99e étage. Subé pense que c'est exactement le genre d'opportunité qu'il voulait. S'il est celui qui a terminé l'étage 999 dans le jeu, alors ici, il serait inarrêtable. Il pense que ce doit être le début de sa vie au sommet. Avant qu'il ne se laisse emporter, le professeur crie à tout le monde de s'asseoir tranquillement afin qu'ils puissent recevoir leurs cristaux de téléportation. Une fois distribués, le professeur leur dit d'écraser le cristal pour commencer leur transfert et leur souhaite bonne chance et bon voyage. Les enfants sont excités au-delà de toute croyance, et même Subé admet qu'il est assez excité. Il écrase le cristal immédiatement. Une notification l'accueille, lui souhaitant la bienvenue dans la tour de Dieu. Il est dit que les informations personnelles ont été liées, les données sont en cours de traitement et il devrait attendre. Ensuite, un autre message retentit disant que le téléchargement a échoué, qu'un compte préenregistré a été détecté et qu'il tente de se connecter. Subé sent son pouce emballé. S'il peut se connecter à son ancien compte, alors il sera invincible. Mais bientôt, un autre message arrive. Les informations de compte ne correspondent pas, la connexion a échoué et le système tente d'effacer les données. Subé devient furieux. La pensée de la suppression de son ancienne sauvegarde l'irrite plus que tout. Et bien sûr, en un instant, tous ses progrès sont effacés. Après la réinitialisation, il est accueilli une fois de plus dans la tour de Dieu. Il reconnaît immédiatement la ville des débutants, l'endroit où tous les nouveaux joueurs se rassemblent pour acheter de l'équipement et des fournitures avant d'entrer dans la tour. Tout en regardant autour de lui, il reçoit un autre message du système. Parce qu'il avait terminé le 999 dans la tour de Dieu originale, il reçoit l'artefact suprême, l'horloge de toute chose. Il marmonne en confusion, se demandant ce que cela est censé être exactement. Dans la tour de Dieu, il se souvient que les objets et l'équipement sont classés par couleur. Blanc pour brut, gris pour commun, vert pour rare, bleu pour parfait, violet pour épique et orange pour légendaire. L'horloge de toute chose, cependant, est à un niveau complètement différent. Sa qualité est marquée comme artefact suprême, une récompense de niveau céleste qui n'a aucune exigence de niveau. Son effet est simple mais terrifiant, amélioré. La description dit que c'est une horloge qui peut améliorer avec succès n'importe quoi avec un taux de succès de 100%, bien que cela ait un très petit prix. Le caractère vague de l'effet le met mal à l'aise. Mais comme il n'est qu'un débutant et qu'il n'a pas grand-chose à améliorer de toute façon, il décide d'abord de faire le tour de la ville. Il se demande même si la dame de la taverne se souviendrait encore de lui. Une autre annonce secoue l'atmosphère. Étant donné que la nation Yen a été la première à terminer la zone des débutants, tous les joueurs de la nation Yen reçoivent une bénédiction. Stat augmentée de 10%. La foule éclate d'excitation, acclamant le dieu de l'épée l'un qu'il avait terminé en premier. Subé vérifie ses propres statistiques et pense à voix haute que puisque la tour de Dieu est maintenant réelle, ils ne peuvent plus la traiter comme un simple jeu. Si quelqu'un meurt ici, il meurt vraiment. Pourtant, note-t-il, un bonus de stade de 10% au stade de débutant est incroyablement utile pour les transferts de travail. Puis il se souvient de son artefact suprême. Si cela fonctionne vraiment, même l'équipement de niveau indésirable peut être directement amélioré en légendaire. Il le teste sur son équipement de noob. À son grand étonnement, ça réussit. L'horloge de toute chose améliore vraiment les objets à un taux de succès de 100%. Il regarde l'équipement légendaire nouvellement transformé avec choc. Juste au moment où il commence à se sentir ravi, une autre notification le réduit. Le système lui dit que l'action a échoué en raison d'un manque de pièces. Subé réalise soudainement la dure vérité. Il est complètement fauché. Avec un lourd soupir, il admet que la première étape dans ce monde n'est pas de conquérir la tour. Il s'agit de gagner de l'argent. Après tout, dans la tour de Dieu, l'argent résout tout. À la tour de Dieu, des milliers de débutants se sont rassemblés. La première annonce les a frappés comme un marteau. Leur protection de débutants ne durerait que 7 jours. 7 jours. Si vous ne parvenez pas à changer de classe dans ce délai, vous êtes expulsé de la tour. C'est pourquoi la priorité absolue de chaque nouveau venu était simple, monter de niveau rapidement et obtenir un cristal de changement de classe. Certains étaient même prêts à en acheter un à d'autres à des prix ridicules. Les cristaux étaient si précieux. Même ainsi, d'innombrables débutants ont été éliminés chaque année. À l'intérieur de la taverne, Subé s'est penché plus près du comptoir. Il a dit à la dame de la taverne qu'il avait quelques recettes de cocktails et voulait savoir si elle était intéressée. L'un d'eux, a-t-il expliqué, s'appelait le vin de sang de bête rare, une boisson si addictive qu'elle inciterait les clients à revenir sans cesse. La dame de la taverne lui a lancé un regard noir. Elle l'a averti qu'il ferait mieux de ne pas plaisanter. Subé a calmement proposé de vendre la recette pour 5 pièces d'or.
Il a promis qu'il n'y avait pas de piège. Après un moment d'hésitation, elle a accepté. 5 pièces d'or, ce n'était rien si la recette était réelle. Pourtant, elle l'a averti que s'il mentait, il ne survivrait pas aux conséquences. Tsubé n'était pas inquiet. Il savait que la recette était authentique. Ce n'était qu'un niveau 1 de base, et il avait connaissance de recettes bien meilleures cachées dans son esprit. 5 minutes plus tard, des halètements remplissaient la taverne. Le vin scintillait dans le verre comme un cristal rougeoyant. Tout le monde regardait, les yeux grands ouverts. Puis la foule s'est déchaînée. Les gens se poussaient et se bousculaient, se battant pour avoir une gorgée, exactement la réaction que Tsubé avait prévue. La dame de la taverne l'a essayé elle-même. Ses yeux se sont illuminés. Elle a immédiatement demandé combien de recettes il avait, disant qu'elle les voulait toutes. Tsubé a gloussé. Il lui a dit qu'il avait 5 recettes au total, et puisqu'il se connaissait maintenant, il lui ferait une réduction. 20 pièces d'or pour toutes. La dame de la taverne a souri. Elle lui a dit qu'il était tout un homme et qu'elle commençait à l'apprécier. 20 pièces d'or en une seule affaire. Considérant qu'un or valait 100 argent et que 100 valait 10 000 cuivres, c'était une petite fortune, plus qu'il n'en fallait pour améliorer à nouveau l'horloge de toutes choses. Et l'affaire ne s'est pas arrêtée là. La dame de la taverne lui a même offert un poignard de qualité supérieure en prime. Tsubé l'a empoché satisfait. Puis, sans s'attarder, il a décidé qu'il était temps de passer à autre chose. La dame de la taverne dit à Tsubé que s'il trouve des recettes de vin rares à l'avenir, elle serait intéressée à les acheter aussi. Tsubé répond qu'elle peut compter sur lui pour le bien de leur vieille amitié. La dame de la taverne rit et le traite de gamin à la langue bien pendue. Sans perdre plus de temps, Tsubé décide d'améliorer son arme. Le processus coûte beaucoup d'argent, mais l'augmentation des statistiques en vaut plus que la peine. Tant qu'il réussit à changer de classe pendant la période de protection, dépenser de l'argent tôt est le choix le plus judicieux. Perdre du temps avec un développement n'en est pas une option. Il verse son argent dans des améliorations et est récompensé par des résultats incroyables. Avec des statistiques comme celle-ci, terminer le premier étage de la Tour de Dieu sera aussi facile que de couper une pastèque. À la périphérie de la zone des débutants, le chaos éclate déjà. Les joueurs se battent pour des lapins sauvages. Tsubé fronce les sourcils. Il se demande pourquoi il se masse autour d'une créature comme celle-là. Pour lui, le lapin a l'air trop mignon pour même penser à le tuer. De plus, les lapins sauvages ne donnent pratiquement aucun point d'expérience, sans parler du fait qu'ils ne laissent même pas tomber de pièces de cuivre. Mais quand les autres joueurs le remarquent s'approcher, ils commencent à lui crier dessus. Ils lui disent de ne pas aller dans cette zone non gardée car c'est dangereux. Tsubé ne comprend pas ce qu'ils veulent dire par zone non gardée. Et puis, sans avertissement, un serpent éclate. Un serpent devant l'attaque en un instant. L'un des joueurs panique et crie à Tsubé de faire attention et de revenir rapidement. Il crie que c'est un serpent de vent, l'un des monstres les plus dangereux pour les débutants. Tsubé se contente de sourire. Il marmonne qu'un petit serpent comme celui-ci n'est même pas suffisant pour se coincer entre ses dents. D'un seul coup rapide, il le tue instantanément. La foule se fige sous le choc. Il chuchote avec incrédulité, demandant comment il a pu tuer un serpent de vent de niveau 1 avec autant de désinvolture. Tsubé minimise et dit qu'il n'y avait rien de difficile à cela. Il n'a fallu qu'un mouvement de sa main. Pourtant, les autres joueurs continuent de l'avertir. Il lui rappelle que si un serpent de vent réussit un coup critique, il peut tuer un débutant instantanément. Avec leur équipement faible et leurs statistiques basses, aucun d'eux ne pourrait y survivre. Mourir une fois dans ce monde signifie disparaître à jamais. Tsubé leur lance juste quelques pièces de cuivre et les remercie de l'avertissement. Il leur dit de prendre soin d'eux aussi. Les joueurs lui souhaitent bonne chance alors qu'il s'éloigne. Bien qu'une fois qu'il est parti, leur ton change. Ils chuchotent entre eux à quel point il est imprudent. L'un d'eux se plaint qu'il ait même essayé d'aider Tsubé mais qu'il ait été repoussé froidement. Il marmonne que Tsubé sera probablement mort dans 5 minutes de toute façon. Pendant ce temps, Tsubé s'avance plus loin hors de la zone de sécurité. Il note avec satisfaction qu'il y a beaucoup moins de joueurs ici. C'est exactement ce qu'il voulait. Un autre serpent de vent apparaît. Mais comme avant, Tsubé le coupe en un instant. C'était vraiment comme dans le jeu Tower of God. Mais monter de niveau grâce au lapin et au serpent de vent était terriblement lent. Tsubé réalise que s'il veut de réels progrès, il devra tuer plus de monstres et franchir le premier étage le plus rapidement possible. Plus de serpents de vent glissent soudainement hors de l'herbe, mais il les coupe les uns après les autres. Au lieu de se sentir fatigué, il se sent excité, presque enjoué. Chasser des monstres comme ça était certainement plus rapide, mais le taux de chute était toujours frustrant. Puis une annonce ébranle toute la tour. La saison 10 de Tower of God a officiellement commencé. Tous les joueurs débutants recevront la bénédiction de la tour. Les records de tués dans la zone des débutants ont été réinitialisés. Des récompenses luxueuses attendent les premiers tueurs. Nouveaux joueurs, donnez tout et surpassez les pionniers. Les mots font superpose, saison 10. Donc cela signifiait que la course avait officiellement commencé. Si tel était le cas, il n'avait aucune intention de laisser quelqu'un d'autre prendre les premières récompenses de mise à mort, pas quand il détenait l'objet divin, l'horloge de toute chose. Autour de lui, les inconnus de la zone des débutants chuchotent entre eux. Ils se demandent à voix haute qui fera le premier kill cette année. Aucun d'eux n'ose rêver trop grand,
cependant. Il croit déjà que ce sera l'une des 3 grandes familles de la région de l'Est. Ces gens sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Certains ont même mentionné avoir vu la fille aînée de la famille Lin plus tôt. Elle portait un ensemble légendaire complet, d'une valeur de dizaines de milliers, peut-être même de millions. Un ensemble complet pourrait coûter des dizaines de millions, et en plus de cela, elle avait des gardes du corps de haut niveau pour la protéger. Comparé à des gens comme ça, les débutants ordinaires n'avaient aucune chance. Alors ils chassent cette pensée de leur esprit et retournent à la chasse aux lapins. Pendant ce temps, Tsubé continue de faucher les serpents du vent les uns après les autres. Puis, digne. Une notification le félicite. Il a atteint le niveau 2. En tant que 823e joueur de la région de l'Est à passer au niveau supérieur, il a reçu un coffre en fer noir ainsi que 2 points de statistiques gratuits. Tsubé hoche la tête avec satisfaction. Pas mal. Mais une autre fonctionnalité du système se débloque, le système de classement. Il vérifie et est stupéfait. Tant de joueurs avaient déjà atteint le niveau 2. Les meilleurs classements approchaient même le niveau 3. Il réalise rapidement pourquoi il est en retard. Il avait passé trop de temps à étudier l'horloge de toutes choses après être entré dans la tour. Ce petit retard lui avait coûté une place au classement. Pourtant, il n'est pas inquiet. Il se dit que les autres n'ont qu'une avance temporaire. Bientôt, il sera celui qui se tiendra tout en haut. Avec cette pensée, il se concentre sur le coffre en fer noir qu'il vient de recevoir. Il se demande quel genre de récompense pourrait l'attendre à l'intérieur. Tsubé a ouvert le coffre en fer noir. À l'intérieur, il n'a trouvé qu'une armure en tissu basique et 30 pièces de cuivre. Le système lui a ensuite dit de sélectionner l'équipement qu'il voulait améliorer. Maintenant, il avait une arme et une armure. Il y a réfléchi. Le boss de débutant ne frapperait pas si fort de toute façon, donc la défense n'avait pas beaucoup d'importance. Ce qui importait, c'était les dégâts. Il a choisi d'améliorer la dague. Le système a demandé combien de fois. Le maximum était de 8. Chaque amélioration coûterait 50 pièces de cuivre. Sans hésitation, Tsubé a décidé de le pousser directement au maximum. 8 améliorations en une fois, plus de 9 pièces d'argent parties en une seule fois, mais il pouvait se le permettre. Les stats se sont actualisés. Seule la première amélioration a amélioré les attributs de base, tandis que le reste a simplement empilé plus de puissance d'attaque. Malgré tout, son attaque totale était maintenant proche de 100 points. C'était toujours étiqueté comme excellent, mais les chiffres étaient déjà comparables aux armes rares. Tsubé savait alors que cette montre mystérieuse était vraiment un trésor légendaire. Avec cet outil en main, il était temps de monter au premier étage de la tour de Dieu. Le boss de débutant, cependant, n'apparaissait que 10 fois le premier jour. Quiconque le tuait gagnait le droit d'entrer dans la tour. Même les équipes ne pouvaient obtenir qu'un nombre limité de places, et le premier tueur garantissait presque l'entrée. Tsubé se dépêche vers l'emplacement du boss. Mais quand il est arrivé, il a entendu le choc de l'acier et les rugissements des gobelins. Quelqu'un était déjà là. Il n'arrivait pas à y croire. Le premier qu'il était censé être le sien. Sur le terrain, un groupe combattait des gobelins. Leur équipement brillait d'un éclat excellent. Au centre se trouvait une jeune femme en équipement rare complet, Lin Yuchan, la demoiselle de la famille Lin. Comparée à elle, la dague de Tsubé sembla soudainement sans valeur. Lin Yuchan a appelé sa deuxième faction à se regrouper. Elle a dit au troisième de pousser vers l'avant et a ordonné à ses hommes de distribuer rapidement des potions. Ils ont suivi sans hésitation. Un de ses aides lui a dit qu'ils atteindraient bientôt le premier étage à ce rythme, mais Yuchan lui a rappelé de ne pas sous-estimer les familles Li et Bo, car plusieurs itinéraires pouvaient mener aux avions. Puis son regard s'est posé sur Tsubé. Ses hommes l'ont également remarqué. Ils ont demandé qui il était. Tsubé a expliqué qu'il était seul, qu'il ne faisait partie d'aucune équipe et qu'ils pouvaient continuer leur combat pendant qu'il passait. Les membres de la famille Lin ont échangé des regards dubitatifs pour leur bataillon, entièrement équipé. Il avait fallu une demi-heure juste pour dégager la forêt. Pourtant, ce jeune homme était arrivé seul. Cela ne collait pas. Son aide a averti Yuchan que Tsubé essayait d'utiliser leur combat comme couverture pour se faufiler et voler le boss. Yuchan a immédiatement donné de nouveaux ordres. Elle a dit à son troisième bataillon de réduire l'utilisation de potions et leur a demandé de se coordonner avec le quatrième pour arrêter Tsubé avec tout ce qu'ils avaient. Elle n'était pas sur le point de laisser quiconque lui prendre son premier kill. Les soldats se sont tournés vers Tsubé, prêts à lui barrer la route. Tsubé n'a fait que soupirer. Pour lui, il n'était qu'une nuisance. Tsubé fronce les sourcils et leur dit qu'ils combattent déjà leur propre monstre, alors pourquoi s'embêter à l'entraîner là-dedans? L'assistant de la famille Lin ricane seulement. À ses yeux, Tsubé n'est qu'une recrue de niveau 2. Il ne comprend pas pourquoi ce gamin ose résister. L'homme ordonne aux soldats de se débarrasser de Tsubé rapidement. Il insiste, ils ne doivent pas laisser la jeune demoiselle perdre sa chance au premier kill. Les troupes se précipitent sans hésitation. Tsubé ne se sent même pas menacé. Au lieu de cela, il décide de jouer avec eux un moment. Les flèches sifflent vers lui. D'un coup de poignard, il les dévie toutes. Le mouvement est si facile que même Lin Yuchan elle-même a l'air stupéfaite. Plus de combattants se jettent sur lui, les lames clignotent, mais ils ne peuvent pas porter un seul coup. Tsubé se faufile à travers leur formation, esquivant avec facilité, et les abat un après l'autre.
L'assistant se fiche d'incrédulité. Pour lui, c'est impossible. Une recrue de niveau 2 ne devrait pas être capable d'éliminer des combattants entraînés en un instant. Les hommes hésitent, puis ils se retirent. Subé les avertit que même s'ils sont plus forts que la recrue moyenne, ils sont encore loin d'être suffisants pour le faire tomber. Il bouge à nouveau, frappant avec précision. Les coups critiques atterrissent l'un après l'autre, faisant tomber les soldats avant qu'ils ne puissent réagir. L'assistant lâche sous le choc que ce sont des coups critiques. Il ne peut pas traiter ce qu'il voit, mais il crie rapidement à tout le monde de reculer. Même en se retirant, il serre les dents et avertit Tsubé de ne pas être trop arrogant. Il demande si Tsubé sait même qui il a mis en colère. Tsubé le congédie froidement. Il dit à l'homme qu'il se fiche de qui ils sont. Quiconque se mettra en travers de son chemin ne s'en sortira pas indemne. La menace frappe fort. Le visage de l'assistant se tord de rage. Avant qu'il ne puisse rétorquer, Lin Yuchang intervient soudainement. Elle dit à son aide, Zhang Fei, de se taire. Puis elle regarde Subé et suggère calmement qu'il devrait peut-être conclure un accord. Tout le monde est stupéfait lorsque Lin Yuchang suggère de conclure un accord. Subé plisse les yeux, curieux des détails. Yuchang l'étudie attentivement. Il est arrivé seul, mais de la façon dont il s'est battu plus tôt, il n'est clairement pas un joueur ordinaire. Elle lui dit qu'il ne peut y avoir d'entente sans combat et lui demande de nommer son prix. Son assistant, Zhang Fei, a l'air mal à l'aise, mais Yuchang le fait taire. Retarder leur progression dans la tour des dieux entraînerait de réelles conséquences, et elle sait très bien que Zhang ne serait jamais en mesure d'assumer cette responsabilité. Subé parle enfin. Il leur dit que l'affaire est réglée. Il garantit qu'il n'attaquera plus. En retour, ils doivent payer des frais de protection en fonction du nombre de personnes, une pièce d'argent par personne. Pour lui, c'est un prix juste. Zhang explose de colère en demandant si Tsubé rêve. Mais Subé répond froidement que c'est le prix pour garder leur vie et demande si quelqu'un a des objections. Une fois de plus, Yuchang coupe Zhang. Elle accepte la demande de Subé, mais lui offre plutôt 3 pièces d'or en disant qu'il peut considérer le reste comme un gage d'amitié. Elle lui demande également de l'ajouter comme ami. Subé lui dit alors que pour l'ajouter comme ami, une pièce d'or supplémentaire est requise. À la stupéfaction de tous, Yuchang accepte. Ceux qui sont derrière elle n'aiment clairement pas l'arrangement, mais aucun n'ose s'opposer à sa décision. Zhang murmure que cet étranger exploite ouvertement la situation. L'ignorant, Yuchang propose autre chose. Elle suggère que Subé se joigne à eux pour chasser ensemble le boss de la zone débutant afin qu'ils puissent réclamer la première récompense de mise à mort. Subé pense que le premier boss dans la zone débutant de lait doit être très important pour elle. Il accepte mais ajoute une condition. Il dirigera le groupe. Cela pousse Zhang à bout. Il rétorque que Subé doit rêver. Les élites de la famille l'informée depuis l'enfance n'ont aucune raison de suivre une simple recrue de niveau 2. Subé reste ferme. S'ils veulent tuer le boss, ils doivent suivre ses ordres. Sinon, il n'a plus rien à dire. Il ne laissera personne le ralentir. Yuchang surprend tout le monde en acceptant sa demande. Zhang, cependant, proteste à nouveau. Il lui rappelle que Subé est un étranger et pas quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance, mais Yuchang rejette son objection. Elle dit à Subé que même s'il peut se déplacer librement, le leadership est quelque chose qu'elle ne peut pas céder. Subé ne discute pas. Il dit simplement que si c'est le cas, alors il n'est pas nécessaire de gaspiller plus de mots. Il se tourne pour partir. Yuchang l'appelle en lui demandant s'il ne veut pas reconsidérer. Elle lui offre 100 pièces d'or. Subé répond seulement que la première récompense de mise à mort vaut bien plus de 100 pièces d'or, et il ne les laissera pas perdre son temps. Zhang ricane à son dos en retraite en disant que cet homme pense qu'il peut battre le record du monde pour la première mise à mort. Pour Zhang, ce n'est rien d'autre qu'un rêve de fou. Yuchang doute secrètement de lui. Un joueur solo? Même moi, je ne peux pas garantir le succès, et encore moins lui. Pendant ce temps, Subé s'assoit près d'un rocher et vérifie calmement ses notifications. Maintenant qu'il est blindé de richesses, il décide d'améliorer son équipement immédiatement. Il dépense 1650 pièces d'argent pour éviter le temps d'attente. L'argent disparaît, et son arme brille d'une nouvelle puissance. Ses stats augmentent, ses PV dépassent maintenant 3 cents. Avec ça, il se sent assez confiant pour affronter le boss de la zone débutant. De retour à la taverne, les gens bavardent. Certains remarquent que les débutants de cette année semblent inhabituellement actifs, et que le premier kill de la zone débutant sera probablement bientôt décidé. La tavernière se demande à voix haute si la nation Yen pourra conserver cet honneur, rappelant à tous que l'année dernière, leur guilde a détenu le record du premier kill jusqu'au 9e étage avant d'être dépassé par un super débutant de la nation Bécon, une profession de classe SSS. Avec un soupir, quelqu'un dit que la nation Yen n'a pas vu de débutant SSS depuis l'un, l'épéiste éternel. Si ne serait-ce qu'un seul apparaissait cette année, ce serait un miracle. À la falaise, Tsubé descend rapidement. La pensée du premier kill brûle dans son esprit. Il ne peut pas se permettre de perdre. Mais devant, il remarque un groupe qui se bat déjà contre des monstres. Pendant un instant, il pense être en retard, mais ensuite ses sens aiguisés captent quelque chose. La faible trace de poudre de dissimulation d'énergie est une astuce bon marché utile uniquement contre les monstres de niveau similaire. Contre les boss de haut niveau, ça ne vaut rien. Pourtant, c'est cher,
ça vaut des millions, et le voir ici lui dit que les ennemis sont bien financés. Des douzaines de combattants luttent contre des mobs tandis que leur chef observe depuis l'arrière. Tsubé est soulagé. Le boss n'a pas encore été provoqué. Si c'était le cas, il devrait attendre 1 heure pour la réapparition. Un des membres du groupe le remarque et demande s'ils doivent arrêter le nouveau venu. Leur chef, Wang Zixi, le fils légitime de la famille Wang, une des 3 grandes familles de la région de l'Est, lui fait signe de s'éloigner. Pour lui, Tsubé n'est qu'un loup solitaire. Liura, fille d'une autre grande famille, ricane que cet imbécile ose convoiter ce qui n'est pas à lui. Mais les ricanements s'estompent quand Tsubé ignore tout le monde et se dirige directement vers le boss. Le roi gobelin rugit en s'animant alors que Tsubé se rapproche, une notification clignotant dans sa vision. Boss de la zone débutant, roi gobelin. Les autres attendent le massacre, certains que le monstre va l'écraser. Wang Zushi sourit, disant qu'il n'y a pas besoin d'intervenir, et Liura est d'accord, le rejetant comme un déchet. Alors le combat commence. Le roi gobelin balance son énorme gourdin, mais Tsubé se faufile avec facilité. Sa dague brille, infligeant un coup critique qui arrache plus de 100 PV en un seul coup. Le roi hurle de douleur, mais Tsubé le traite de simple chien aboyant et continue. Un autre coup critique tranche la poitrine du monstre. Encore 100 PV disparus en quelques secondes. La foule regarde avec incrédulité. Les points faibles du roi gobelin, poitrine, bas du dos et yeux sont exploités parfaitement. Il n'arrive pas à croire ce qu'il voit. Un débutant de niveau 2 se tenant face au monstre le plus fort de la zone, parant ses coups et infligeant des contres dévastateurs. Même Liura est stupéfaite. Aucun d'eux ne s'attendait à ce que cet étranger solitaire dure plus de quelques secondes, et encore moins qu'il submerge le boss. La dame se tourne vers frère GC et lui demande ce qui ne va pas. Frère GC répond qu'il ne comprend pas comment Tsubé utilise le flash step puisque ces 3 attaques ont été des coups critiques, ce qui ne devrait même pas être possible. Le flash step est une technique de haut niveau que même les meilleurs joueurs parviennent rarement à utiliser, donc cette vue laisse tout le monde mal à l'aise. Il commence à débattre de ce qu'il faut faire ensuite, se demandant s'il devrait la battre tout de suite. Mais frère GC leur dit de ne pas se précipiter. Peu importe la force de Tsubé, il n'y a aucun moyen qu'il puisse achever le boss en un seul coup. Il leur rappelle le proverbe de la menthe et de la cigale, disant qu'il devrait attendre que Tsubé soit presque à sa limite, puis frapper quand l'opportunité est parfaite. Pendant ce temps, Tsubé continue le combat avec le roi gobelin. Il se dit que vaincre cet adversaire ne sera pas plus difficile que de couper des légumes. Le monstre le frappe à nouveau, mais Tsubé répond par une autre entaille précise qui atterrit comme un coup critique. Il remarque d'un ton moqueur que crier n'aidera pas le roi gobelin et frappe ensuite ses reins. Le monstre hurle de douleur, mais cette fois le rugissement sonne différemment. Tsubé réalise rapidement que le boss pourrait invoquer des renforts. Les autres spectateurs le remarquent bientôt aussi. Juste au moment où il pensait que le champ de bataille était presque dégagé, d'autres gobelins commencent à apparaître. La dame souligne que le boss a invoqué des gardes gobelins. Frère GC ordonne immédiatement à tout le monde de passer en formation d'assaut et de percer l'encerclement. Ses coéquipiers se rallient derrière lui, s'encourageant mutuellement à tout donner. La dame, frustrée, se demande à voix haute si ces gardes gobelins sans fin apparaissent à cause de Tsubé. Frère GC ignore sa plainte et donne un autre ordre, disant à tout le monde de lui dégager un chemin. Ses coéquipiers répondent avec détermination, disant qu'ils vont le faire passer et l'incitant à prendre les devants. Un autre membre ajoute qu'ils vont le porter en avant, tous criant des encouragements à frère Wong pour qu'il avance. Dans ses propres pensées, frère GC croit qu'il y a encore du temps. Avec la puissance de dégâts de Tsubé, il n'y a aucun moyen qu'il puisse épuiser instantanément la santé restante du boss. En utilisant un parchemin magique, frère GC est certain qu'il peut assurer la victoire et revendiquer le premier kill de la zone et pour lui-même. Il jure de ne laisser personne d'autre voler cette gloire, mais Tsubé voit aussi à travers leur plan. Il comprend qu'il prévoit de frapper au dernier moment possible pour voler sa réalisation. Il remarque qu'ils ont même apporté un parchemin magique de niveau intermédiaire, preuve que c'est bien un rival riche qui essaie de le dominer. Pourtant, Tsubé ressent une vague de défi et se dit qu'il veut les voir essayer. À ce moment-là, frère GC déclare que Tsubé sera détruit avec le boss. Il active ensuite le parchemin de rafale de flammes de niveau intermédiaire, déclenchant une explosion massive sur le champ de bataille. Tout le monde autour commence à applaudir, croyant que leur chef l'a enfin fait. Il loue frère GC comme étant génial et suppose que la victoire lui appartient, mais le prétendu vainqueur lui-même devient mal à l'aise. Il commence à s'inquiéter quand le système reste silencieux. Puis, avec une peur croissante, il lâche pourquoi le système n'a pas encore annoncé le résultat. À ce moment précis, la notification apparaît. Il déclare que le boss de la ville débutante de la zone a été vaincu par le joueur Tsubé et encourage tous les autres à continuer à travailler dur. La nouvelle frappe la foule comme un coup de foudre. Leur excitation s'effondre en choc et en incrédulité. Beaucoup ne comprennent pas comment ce résultat est possible. Même frère GC lui-même marmonne que ça n'a aucun sens que Tsubé one-shot le boss. Tsubé, debout au-dessus du roi gobelin tombé, explique froidement. Il leur dit qu'ils sont stupides de ne pas savoir que les blessures fatales peuvent accumuler des dégâts.
Il révèle qu'il a délibérément visé la faiblesse critique du roi gobelin et l'a achevé quand il ne lui restait que 5% de santé. Il ajoute qu'il aurait pu terminer le combat plus tôt lorsque le boss est tombé à 20%, mais il a attendu. Au lieu de cela, il a laissé les autres baver sur la victoire jusqu'à ce que Wang Jizi gaspille son parchemin de niveau moyen, et alors seulement il a porté le coup final. Avec un soupir, Tsubé remarque que ça doit faire mal de penser à perdre un objet aussi cher, valant des milliers de pièces d'or pour rien. Pour Tsubé, c'est plus qu'une simple victoire. Il attendait l'occasion de donner une leçon à ces riches joueurs tyrans. Ceux qui comptent sur le fait de jeter de l'argent pour écraser les joueurs free-to-play. Maintenant, ce sont eux qui sont humiliés, n'ayant plus qu'à attendre que le boss réapparaisse. Avec un sourire narquois, il leur dit au revoir et s'éloigne. L'annonce se répand rapidement dans la taverne où les joueurs parlent déjà de quelqu'un qui a vaincu le roi gobelin de la zone. La nouvelle les choque encore plus lorsqu'ils réalisent que le premier kill n'est pas revenu à l'un des 3 grands clans. La spéculation monte immédiatement. Certains se demandent si la zone a une famille noble su cacher derrière ce joueur mystérieux. D'autres insistent sur le fait que celui qui a revendiqué le kill doit être un concurrent sérieux, peut-être même quelqu'un d'un clan secret. Quelques-uns pensent que ça pourrait vraiment être Tsubé, mais un autre joueur rejette rapidement cette idée. Il soutient que Tsubé n'est qu'un orphelin et ne pourrait jamais surpasser les 3 grandes familles, suggérant que ce doit être une autre personne avec le même nom. Yushan, en voyant elle-même la notification, reste sans voix. Elle explose de frustration et ordonne à son équipe d'avancer à toute vitesse vers le campement. Son ordre reçoit une réponse immédiate et unifiée d'accord de son peuple. Pendant ce temps, la colère de frère Wong brûle plus fort que jamais. Maintenant entièrement dirigée vers Tsubé, 21h16. La dame se tourne vers frère GC et demande ce qu'il devrait faire maintenant. Frère répond que tout le monde devrait se reposer et se regrouper, et dans 1 heure, ils farmeront le prochain boss. Mais avant que ces mots ne puissent se poser, un portail s'ouvre devant eux, Yushon en sort, son expression brûlant de colère. Elle exige de savoir s'ils ont l'intention de prendre aussi le 2e boss, claquant qu'elle ne leur a jamais donné la permission. Juste à ce moment-là, une notification apparaît devant Tsubé. Elle annonce qu'il est le premier joueur de la zone et à vaincre le roi gobelin, lui donnant accès au coffre d'argent de récompense de la Tour de Dieu. Une autre ligne suit immédiatement déclarant qu'il fait également partie des 100 premiers joueurs au monde à débloquer le même coffre. 2 coffres d'argent brillants se matérialisent devant lui. Tsubé décide de les ouvrir avant de passer à autre chose, pensant qu'un équipement rare pourrait se trouver à l'intérieur. Le premier coffre lui donne des bottes rares appelées à un pas ainsi que 10 pièces d'argent. Le deuxième coffre fournit une petite potion d'XP et 30 pièces d'argent supplémentaires. Il inspecte les bottes et note qu'elles accordent un bonus de vitesse précieux, bien que l'exigence de niveau soit encore hors de sa portée actuelle. Alors qu'il organise les récompenses, une autre pensée le frappe. Puisqu'il a sécurisé le premier kill de boss, le classement mondial de la tour de la saison 10 devrait maintenant être ouvert. Il le fait apparaître et vérifie son classement. Son nom apparaît au rang 98. C'est un placement étonnamment bas étant donné qu'il a quitté le village de départ il y a moins de 2 heures et qu'il a déjà tué le roi gobelin. Il réalise que les meilleurs joueurs des autres régions doivent avoir vaincu leur boss près d'1 heure plus tôt. Clairement, les concurrents riches et puissants ne sont pas limités à la zone. Ils sont dispersés à travers le monde. Déterminé à ne pas se laisser distancer, Tsubé consomme immédiatement la petite potion d'XP, gagnant un boost temporaire de 10% à l'acquisition d'expérience. Il se ressaisit en pensant qu'il n'a pas de temps à perdre. 21h16. Avec le buff actif, il se prépare à farmer aussi vite que possible. Se retournant vers le portail qui s'est ouvert, il s'avance sans hésitation. Il est impatient de voir ce qu'il attend à l'intérieur, le premier donjon de la Tour des Dieux de la saison. Tsubé entre dans le premier étage de la Tour des Dieux et le reconnaît immédiatement comme le labyrinthe sombre. Les donjons de la zone de départ de la tour sont tristement célèbres pour leur variété, chacun étant entièrement différent en thème, en disposition et en ennemi. Le labyrinthe sombre, bien qu'il ne soit qu'un niveau d'entrée, est connu pour être de difficulté moyenne à élevée. Pour la plupart des nouveaux joueurs, c'est un piège mortel. Mais Tsubé se souvient de cet endroit. Chaque chemin, chaque virage, chaque impasse cachée, il avait tout mémorisé de ses années dans le jeu. Le labyrinthe n'a pas changé. Les mêmes schémas s'appliquent toujours, et cela lui donne un avantage majeur. Avant qu'il ne puisse faire plus de quelques pas, cependant, une main pâle jaillit du sol. Une silhouette décharnée se traîne, la peau tendue sur les os, les yeux brillant faiblement. Une notification l'identifie comme une goule. Tsubé se souvient de leurs traits, rapides, agressifs et mortels en groupe. S'ils parviennent à l'encercler, il est foutu. Il réagit instantanément, activant le pas éclair pour réduire la distance dans un flou et enfonçant sa lame dans son crâne. Le coup critique fait tomber le monstre instantanément, mais une autre goule jaillit du sol juste derrière lui. Sans hésitation, Tsubé pivote, frappe à nouveau et porte un autre coup décisif. Celui-ci tombe aussi. La chaîne de kills combinée à l'XP du roi gobelin précédent fait passer son niveau à 3. Encouragé, il s'enfonce plus profondément dans le labyrinthe. Bientôt, il atteint une fourche où 2 tablettes d'inscriptions brillantes l'attendent, une bleue, une rouge.
La tablette bleue signifie un itinéraire facile tandis que le rouge marque le chemin difficile. Sube n'hésite pas. Les chemins plus difficiles signifient de plus grandes récompenses, et il choisit le rouge. La tablette disparaît, et une porte massive se matérialise devant lui, vibrant d'une énergie inquiétante. Pendant ce temps, loin dans le royaume de Yan, le siège de la guilde de la dynastie YO est en effervescence avec des rapports. Dans la salle de conférence de la guilde, une femme livre sa mise à jour. Les progrès du jeune maître Junkai ont été fluides jusqu'à présent. Assis en bout de table, le chef de guilde Zhuang écoute avec une expression calme mais sévère. Il lui rappelle qu'une avance précoce ne signifie rien, que le titre de roi des rookies n'appartient qu'à celui qui remporte le prix final. La femme sourit poliment, insistant sur le fait qu'avec les arrangements prudents de Zhuang, le jeune maître Junkai est quasiment assuré de la victoire cette saison. Mais ces mots enflamment la fureur du chef. Il lui rugit dessus, la traitant d'idiote, l'avertissant que le roi des rookies n'est pas un titre qui peut être hérité ou acheté. Chaque ancien roi a gravé son nom avec du sang et sa survie face à des obstacles insurmontables. Un des assistants de la guilde baisse la tête, approuvant la critique du chef. Zhuang expire lentement, sa colère se calmant. Il admet doucement qu'il espère seulement que son fils ne le décevra pas. De retour dans le labyrinthe, la situation de Sube devient plus difficile. Des ghouls continuent de sortir du sol, leurs cris résonnant dans l'obscurité. Elles essaient de l'encercler, surgissant de toutes les directions, mais Sube reste vif, les abattant une par une avant que le piège ne se referme autour de lui. Jusqu'à présent, les coups critiques de Sube l'ont bien aidé. En moins d'une demi-heure, son nombre de victimes a augmenté, et les généreux taux d'expérience de la tour continuent de le faire progresser. Après avoir finalement nettoyé une salle pleine de ghouls, quelque chose d'inhabituel attire son attention, une tablette grise à moitié cachée contre le mur. Elle marque une chambre cachée. Choisir la voie difficile à payer, et c'est son bonus. Il décide d'entrer. Au moment où il entre, encore plus de ghouls surgissent du sol, bien plus qu'avant. Leurs cris résonnent dans la chambre alors qu'elle grouille de tous les côtés. Il compte rapidement. Il doit y en avoir au moins 50. Sans hésitation, il plonge dans la bataille, les tailladant à travers en un éclair. Le pas éclair devient son rythme, sa lame sculptant des coups critiques alors que les corps s'effondrent les uns après les autres. Une demi-heure plus tard, la dernière goule tombe. Sube respire fort, mais la notification qui clignote devant ses yeux en vaut la peine. Il est passé au niveau 4 et a gagné 2 points d'attribut gratuits. Avec la salle cachée nettoyée, il reçoit une évaluation de combat de rang S, un nettoyage parfait. La tour lui accorde 1000 points d'expérience et une pile d'or. Sa croissance équilibrée des attributs le fait sourire. C'est exactement ce qu'il visait. Maintenant, il se sent prêt. Le moment est venu de défier le boss de l'étage. Vérifiant les classements mondiaux, il voit Zhu Junkai assis au premier rang, l'un Manxian au deuxième rang, mais aucun nom n'indique un nettoyage du boss. Sube prend cela comme un défi. Si personne d'autre n'a revendiqué le premier nettoyage, alors il le fera. Il pousse la porte de la salle du boss. À l'intérieur se trouvent des rangées de statues imposantes, toutes figées sur place entourant une figure massive à tête de chèvre assise sur un trône au centre. Le boss de l'étage 1, le Minotaure, niveau 5, 55 000 points de vie, est tristement célèbre pour punir les aventuriers imprudents. Autour de lui, des ghouls commencent à se lever, se déplaçant pour intercepter. Sube ne perd pas de temps. Il utilise le pas éclair pour traverser la chair à canon instantanément, son attention étant uniquement fixée sur le boss. Le Minotaure se lève lentement, silencieux et imposant, une hache à la main. Tout comme dans le jeu, il dégage une aura oppressante. Sube lui lance son épée, testant ses défenses, mais le boss ne se laisse pas berner. Un rugissement tonitruant suit. Un vent violent souffle à travers la salle, secouant le sol et faisant trembler les murs. Même les statues le long des côtés commencent à bouger, des dragons de pierre se libérant de leurs piédestaux pour rejoindre le combat. Au lieu de la peur, Sube sent son sang pomper. Le combat est enfin devenu digne. Le Minotaure balance sa hache dans un arc dévastateur. Sube saute en utilisant un pas d'écart pour éviter la frappe écrasante et porte un coup critique contre l'épaule de la bête. Le coup atterrit, mais la barre de santé massive du boss bouge à peine. Seule une tranche disparaît, à peine 150 points envolés, et la vraie bataille ne fait que commencer. Le Minotaure lance sa hache massive en direction de Sube. Il esquive avec un pas éclair, imperturbable, et retourne l'élan contre le boss et ses spires de pierre. La bête piétine le sol, déclenchant un cercle magique lumineux. Des flammes éclatent alors que le Minotaure active sa compétence signature, charge complète, et se précipite vers l'avant avec une vitesse incroyable. Sube est pris au dépourvu par la rapidité avec laquelle la compétence a été utilisée, mais il reprend instantanément son sang-froid. Il saute dans les airs avec un pas éclair, évitant la charge, et enfonce sa lame dans une frappe vicieuse. Le coup atterrit proprement, cette fois arrachant 1000 points complets de la santé du Minotaure. Les statues entourant la chambre se rapprochent, sentant une ouverture alors que Sube est enfermé contre le boss. Mais il les traverse en un éclair, transformant leur embuscade en expérience gratuite. Une nouvelle notification clignote, niveau supérieur, niveau 5,
plus 2 points d'attribut gagnés. Sans hésitation, il équipe une nouvelle paire de bottes, augmentant sa vitesse à des niveaux terrifiants. Maintenant, il est partout à la fois, se précipitant à travers l'arène plus vite que le boss ne peut réagir. Le Minotaure rugit et balance, mais chaque attaque manque alors que Tsubé l'entoure, frappant de toutes les directions. Le monstre devient frénétique, incapable de le verrouiller. Quand il apparaît soudainement derrière lui, le Minotaure essaie de contrer en entrant dans son état de berserk, mais Tsubé l'avait anticipé. Avec son endurance brûlant trop rapidement, l'effet s'éteint avant que le boss ne puisse porter un coup décisif. Tsubé saisit l'instant. Un coup de poignard profond déchire sa peau, infligeant un saignement abondant, et sa barre de santé chute. Le Minotaure est laissé chancelant, une cible facile. Tsubé enfonce le clou sans pitié, portant un coup critique final qui arrache 3000 HP d'un seul coup. La bête imposante s'effondre sur le sol de pierre, son corps se dissolvant en particules de lumière. Le système de la tour s'illumine avec un message de félicitations. Boss Minotaure vaincu. Tour des dieux, étage interminé. Sa récompense, un ticket d'entrée pour l'étage 2. Le système félicite Tsubé une fois de plus. Une notification l'annonce comme le premier joueur de la saison 10 à terrasser le boss du premier étage, lui accordant un coffre au trésor doré, un orbe d'expérience pour débutants et des pièces d'or. Pour lui, ce rythme est acceptable, ni trop lent ni trop rapide. Dans le passé, il aurait nettoyé un étage en une demi-heure juste pour avancer. Mais cette saison, il sait que les ressources et l'expérience valent plus que la vitesse brute. Ailleurs, une énorme explosion secoue le champ de bataille de la dynastie Zhou. Junkai, armé de l'arme de qualité parfaite de son père, le canon d'annihilation des 10 000 calamités, remarque sa puissance destructrice. L'arme est brutalement efficace, bien que coûteuse à utiliser. Confiant, il se prépare à continuer son bombardement jusqu'à ce qu'une notification soudaine le fige en pleine action. Le système déclare que le joueur Tsubé a battu le record du premier niveau, nettoyant officiellement l'étage 1 et assurant la première victoire du royaume de Yen dans la tour des dieux. Junkai est stupéfait, son incrédulité se transformant rapidement en rage. Pour lui, l'idée que quelqu'un ait réussi à terminer en moins d'1 h 58 minutes et 59 secondes est absurde. Il insiste sur le fait qu'il doit s'agir de triche. La nouvelle se répand rapidement dans les classements mondiaux. Le nom de Tsubé apparaît en haut, non seulement pour la tour, mais aussi pour les classements de la zone débutant. Les joueurs du monde entier sont ébranlés. Beaucoup se demandent si un tel temps est humainement possible, tandis que d'autres s'émerveillent de l'apparition d'un nouveau venu aussi fort. Des comparaisons sont immédiatement faites avec Li Zhongshan, le dernier terrifiant prodige que le royaume de Yan avait produit il y a longtemps. L'excitation se répand. Le titre de roi des recrues de cette année pourrait appartenir à nouveau au royaume de Yan. Au quartier général, le chef du royaume étudie le classement. Bien que son assistant essaie de le calmer, lui rappelant que le temps du jeune maître Zhou était toujours parmi les meilleurs de l'histoire, le chef reste furieux. Pour lui, il n'y a aucune consolation à la deuxième place. Une perte est une perte. Pourtant, l'assistant lui rappelle qu'il reste 9 étages à franchir. Si Junkai parvient à terminer son transfert d'emploi tôt, il est encore possible d'inverser le classement et de s'emparer de la couronne de roi des recrues. Le chef ordonne une enquête sur l'identité du nouveau venu qui a battu le record. L'assistant acquiesce immédiatement, se précipitant pour exécuter l'ordre. Ailleurs, Yushan envoie un message direct à Tsubé. Elle demande d'abord s'il est celui qui a interféré avec la mort du boss de Wang Jiji et Liran, puis reconnaît qu'il a véritablement saisi le premier record mondial. Enfin, elle lui offre une invitation. S'il est intéressé, la famille l'un l'accueillerait volontiers comme allié. Debout près du portail, même elle admet qu'il l'avait sous-estimé. Pendant ce temps, Tsubé se tient devant le coffre au trésor doré, le genre qui n'apparaît que pour les premiers boss tués et les événements majeurs. En tant que tout premier coffre de la saison, il sait qu'il doit contenir quelque chose d'extraordinaire. Lorsque le couvercle s'ouvre, une lumière dorée inonde la pièce. À l'intérieur se trouve un objet de qualité parfaite, l'Ao doré. Tsubé le regarde avec surprise, se demandant s'il pourrait s'agir de la version légendaire dont il a entendu parler, un objet d'une immense valeur dans les étapes ultérieures du jeu. À côté de lui repose un orbe d'expérience pour débutants. L'utilisation de l'orbe le récompense immédiatement avec 60 000 points d'expérience, ce qui fait passer son niveau à 6. Sans hésitation, il dépense 3280 pour sauter les temps d'amélioration, améliorant son équipement sur place. L'augmentation des statistiques est satisfaisante, et la tentation le pousse à améliorer à nouveau, riant alors que sa puissance continue d'augmenter. Une fois les préparatifs terminés, Tsubé se dirige vers le portail. Il se fixe un objectif modeste mais ambitieux, terminer les 10 premiers étages en 24 heures. La scène se déplace vers le désert de Naka où il se matérialise à l'étage 2. Sa progression d'essai est actuellement à 0. Un compte à rebours commence, 1 minute avant le début officiel du donjon. Les règles ici sont simples mais épuisantes. Survivez à 10 vagues d'invasion de monstres. Trop lent, pense Tsubé. S'il veut maintenir son élan, il devra trouver un moyen de forcer les monstres à apparaître plus rapidement. Alors que le compte à rebours continue, une menace soudaine émerge. Un lézard à dents de scie apparaît juste derrière Tsubé,
mais il n'est pas seul. Des dizaines d'autres suivent, rampant pour l'encercler. Même face à ce spectacle, Tsubé ne ressent que de l'impatience. Le rythme est trop lent. Les vagues lui font perdre son temps. S'il les laisse traîner, son premier record sera perdu. Alors, au lieu d'attendre, il prend l'initiative. Sa lame brille à chaque coup, infligeant un coup critique, et en quelques instants, tout le groupe est réduit à des cadavres. La minuterie du système continue de tourner. Normalement, survivre à la vague devrait prendre 10 minutes, mais Tsubé termine en moins de 2. Une autre vague de monstres jaillit du portail, mais il les rejette car elles sont encore trop lentes. Pour accélérer l'épreuve, il active une étape. Puisque le destin lui a offert un nouveau départ aussi glorieux, il jure de dépasser toutes les limites qu'il connaissait autrefois. Chaque monstre tombe sous un seul coup, et il déclare qu'il battra tous les records de sa vie passée. Se déplaçant avec une vitesse implacable, il déchire la vague 2, la vague 3, la vague 4 et la vague 5 sans pause. Enfin, il entre dans la salle du boss de l'étage 2. Le petit loup-garou l'attend en grognant. Tsubé le considère à peine comme une menace. Il veut simplement qu'il meure rapidement et qu'il ne lui fasse pas perdre son temps. D'un seul coup d'éclair d'acier, la créature s'effondre. La notification de réussite retentit, lui accordant un billet d'entrée à l'étage 2 pour passer au niveau suivant. Riant tout seul, Tsubé se tourne vers la récompense qu'il attend au centre de la pièce, un autre coffre au trésor doré. Il l'ouvre avec empressement, et comme on peut s'y attendre d'un coffre parfaitement dégagé, une lumière brillante s'en échappe. À l'intérieur se trouve un équipement de qualité parfaite, une armure en or violet liée. Il l'améliore une fois, en faisant attention de ne pas trop augmenter le niveau, sinon il ne pourra même pas encore la porter. Le coût est élevé, drainant une bonne partie de l'argent. Mais lorsque l'amélioration se termine, l'éclat de l'armure éclipse tout le reste de son inventaire. Comme on peut s'y attendre d'un équipement de qualité parfaite, il dégage une qualité inégalée, faisant paraître tous les autres objets de second ordre en comparaison. Si vous utilisez l'orbe d'expérience novice, il gagne 50 000 points d'expérience. Une notification apparaît, le félicitant d'avoir atteint le niveau 7 et lui offrant des points d'attribut gratuits. Pas mal du tout. Tsubé se dit que ça devrait suffire pour gérer l'étage 3, alors il avance. Mais comme ça, plus de 100 pièces d'or disparaissent. Il réalise qu'il doit vraiment commencer à gagner plus vite. En franchissant le portail, il entre dans l'étage 3, la caverne de soie. Une immense horde de monstres se précipite vers lui, des rats, des araignées massives, toutes sortes de bestioles effrayantes. Tsubé rit, les appelant de petites beautés alors qu'il les tranche instantanément. Quelques autres joueurs combattent un boss géant ici, mais Tsubé y jette à peine un coup d'œil. Il le teste avec son canon d'annihilation à 10 000, notant que le boss n'est pas vraiment un défi. Des notifications confirment son succès. Il est félicité pour avoir tué le Minotaure et terminé l'étage 1. Il reçoit un ticket d'entrée pour l'étage 2. Son temps de passage est de 2h25 minutes 30 secondes. Tsubé expire, se disant que c'était intense mais gérable car le mode rage du boss est limité. Une autre notification lui livre une arme rare, la longue épée exquise, et il rit de la récompense. Il remarque une annonce mondiale indiquant que le joueur Tsubé a établi le premier record de Tower of God Floor 2, une victoire pour le royaume de Yen. Tsubé note le temps de passage, 29 minutes 42 secondes. Il pense que c'est dingue, puis admet qu'il est encore trop faible et se demande qui d'autre pourrait être là. Il s'attaque ensuite à une araignée géante, s'expliquant qu'il est temps de montrer à quoi ressemble le véritable niveau de vitesse. Une autre notification apparaît, le félicitant d'avoir établi le premier record de l'étage 3 en 25 minutes 45 secondes, une autre victoire pour le royaume de Yen. Dans l'étage 4 de Tower of God, le désert de flammes pourpres, Tsubé se ferait déjà un chemin à travers une horde de monstres de style reptile. Malgré le chaos, il établit le premier record, terminant en 22 minutes et 23 secondes. Dans l'étage 5, le marais brumeux, il se déplace encore plus vite, abattant les monstres et terminant l'étage en 19 minutes 58 secondes. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Partout, les gens parlent de la vitesse folle de Tsubé. 3 étages terminés en à peine plus d'une heure. C'est irréel. Des murmures flottent autour. Est-ce un génie? Un monstre? Un dieu? Certains affirment qu'il devient juste plus fort à mesure qu'il monte, tandis que d'autres se demandent si les étages de débutants de cette saison sont inhabituellement faciles. Quelqu'un évoque Zhu Junkai, le fils du maître de la guilde dynastie, notant qu'il a entendu dire que Junkai avait apporté le canon d'annihilation à 10 000 à l'étage 1. Un autre le confirme, expliquant que le canon a disparu du classement des armes, probablement fondu en une arme de débutant. Pourtant, tout le monde se demande si Tsubé a en quelque sorte déniché une arme de qualité épique pour lui-même. Plus tard, lors d'une réunion du groupe de stratégie, un groupe d'élite du royaume de Yan se tient debout. Pelinxiu commente à quel point Tsubé est intrigant, tandis que Nancian ajoute que ses antécédents sont un mystère complet. Pas de parents, pas de soutien, et à l'école, ses résultats en classe de combat étaient insignifiants. Pelinxiu se demande à voix haute si Tsubé n'aurait pas découvert quelque chose d'extraordinaire dans la tour. Nancian souligne que même pour le groupe de stratégie de premier niveau, l'équipement de qualité épique est incroyablement rare.
Il n'en existe qu'une dizaine dans tout le royaume de Yan. Elle taquine en disant que Subé doit avoir du cran pour être l'un des 5 meilleurs assassins et convoiter déjà l'arme d'un enfant. Un autre membre note qu'il est facile pour elle de dire cela étant donné qu'elle manie la lance phénix de feu à Pampille de soie alors que la plupart des membres du groupe n'ont même pas un ensemble complet d'équipements de qualité parfaite. La discussion s'envenime jusqu'à ce que le capitaine du groupe de stratégie, Su Kang, intervienne, frustré, disant à tout le monde de se calmer. Le capitaine Kang dit au groupe que si Sobei sort sans obtenir un cristal de transfert de travail de rang S au supérieur, il devrait essayer d'acheter son arme épique. Mais s'il en obtient un, ils l'inviteront à un essai de groupe de stratégie. L'un des membres met en garde le capitaine, disant que l'équipe de 2e niveau est essentiellement une équipe de réserve et que les nouveaux venus devraient d'abord commencer dans les équipes de débutants. Ce n'est que s'ils réussissent bien qu'ils devraient passer à l'équipe de 3e niveau. Qu'on interrompt, disant que les équipes de débutants de ces 2 dernières années n'ont pas produit grand-chose. Si Subé peut devenir le roi des débutants, il n'y a aucun mal à le cultiver. Le membre ouvre la bouche pour argumenter, mais Kong s'en va simplement en déclarant l'affaire réglée. On rappelle à Nancian de s'inquiéter de ses propres progrès. Si elle ne peut pas effectuer son 2e transfert ce mois-ci, elle pourrait être rétrogradée à l'équipe de 2e niveau. Pendant ce temps, à travers un autre portail, Subé vérifie les attributs de son personnage. Il note que sa chance n'est pas mauvaise. Chaque niveau lui donne 8 stats aléatoires, mais l'amélioration de l'équipement le vide. Chaque amélioration coûte maintenant environ 13 pièces d'or, et avec seulement 300, il ne peut pas se permettre grand-chose. Terminer l'étage 10 lui rapportera environ 500 pièces d'or, et revendiquer le titre de roi des débutants en ajoute 2 cents de plus. Pourtant, il s'inquiète de savoir où il obtiendra plus d'argent. Il est pratiquement fauché. Puis il se souvient des messages de Lin Yuchan. Elle avait demandé s'il était celui qui avait snipé le boss de Wang Jizé, l'avait félicité pour le premier record et avait offert sa coopération. La famille Lin est disposée à l'accueillir en tant que membre invité, lui offrant même un contrat annuel de 20 millions, porté plus tard à 30 millions. Ils avaient déjà transféré 100 000 en monnaie réelle sur son compte, l'appelant une enveloppe rouge au cas où l'accord ne fonctionnerait pas et s'excusant de l'avoir poursuivi plus tôt. Après avoir examiné les messages, Subé décide qu'il est temps de faire des affaires. Il envoie un message à Lin Yuchon, lui demandant si elle est intéressée. Elle répond immédiatement en demandant le prix des cristaux de transfert de travail. Subé fixe les tarifs. Rang D, 1 pièce d'or. Rang C, 5 pièces d'or. Tout ce qui est au-dessus de C, négociable. Lin Yuchon note que c'est bien en dessous du prix du marché, mais accepte quand même, disant qu'elle les prendra tous. Subé lui dit qu'il en a 13 pour l'instant avec d'autres à venir et lui donne 6 jours pour collecter des fonds. Ils échangeront une fois qu'il aura quitté la tour. Lin Yuchon confirme. Subé glousse en remarquant à quel point les riches ont du pouvoir. L'accord étant conclu, il se tourne vers le nivellement, se dirigeant vers un autre portail pour entrer dans l'étage 6. Le 6e étage est l'oasis sauvage. Parmi les grands canyons, quelques vouivres tournent dans le ciel. Subé regarde autour de lui et dit que l'oasis sauvage est un saut de difficulté. Il explique que le boss ici est un type errant sans point d'apparition fixe, ce qui signifie que la chance jouera un rôle important. Heureusement, il a une arbalète de dragon volant améliorée à plus 10. C'est une qualité rare et elle a une puissance d'attaque impressionnante. Il l'équipe et remarque que c'est une bonne chose qu'il ait préparé à l'avance un équipement à longue portée. Il admet tout de même qu'il n'a pas apporté assez de flèches, il devra donc les utiliser avec parcimonie s'il veut maintenir son rythme. Avec la super arbalète en main, il avance. Bientôt, un monstre arrive en volant droit sur lui. Pour Subé, c'est l'occasion idéale de tester sa nouvelle arme. La créature est abattue avant de réaliser ce qui se passe. L'un après l'autre, les monstres tentent de frapper sous différents angles, mais ces carreaux touchent avec une précision acérée, les éliminant instantanément. Quand quelques-uns se faufilent derrière lui, Subé réagit immédiatement. Il tourne et place des tirs précis dans un balayage complet, les éliminant également. Une fois que la zone est à nouveau calme, il hoche la tête en signe d'approbation. Il dit que l'effet de l'arme est solide, et que les flèches peuvent même être réutilisées s'il fait attention. Cela devrait lui suffire pour tenir au moins 2 ou 3 niveaux de plus. Se sentant satisfait, il ajoute qu'il la vendra à Lin Yuchon quand l'occasion se présentera. Il se souvient alors que le boss devrait errer vers le nord le long de la source d'eau. Il suit le cours d'eau et entend le bruit de l'eau qui coule. Souriant, il dit que ça doit être la rivière. Mais au lieu du boss, il trouve un groupe de monstres amphibies qui l'attendent, des murlocs. Ils sont ordinaires mais dangereux, chacun au niveau 9 avec 70 d'attaque, 45 de défense et 400 HP. Leurs compétences incluent la morsure et le tir de poisson. Au moment où il le remarque, le combat commence. Avant que les murlocs ne puissent lancer une seule attaque, les carreaux de Subé les fauchent en succession rapide. L'embuscade est si soudaine qu'ils n'ont aucune chance de réagir. Quand le dernier tombe, le butin tombe sur le sol, 20 pièces de cuivré, surtout, un cristal de transfert de travail de rang B. Cristal. Une notification système l'invite à le ramasser. Il rit en lui-même et dit que les rumeurs concernant le taux de drop élevé de cet étage semblent être vraies. Sans perdre de temps, il met le cristal aux enchères,
curieux de voir quelle sera la réponse. L'un voit la demande d'échange et remarque que, comme on pouvait s'y attendre de Subé, il est très efficace. Elle offre 10 millions en espèces ainsi que 100 pièces d'or comme offre la plus élevée plus 1 million d'espèces supplémentaires. Subé est d'accord, et l'un répond qu'ils ont un accord. Une fois la transaction effectuée, Subé continue à chasser les monstres. Alors qu'il continue, il note que cette façon de gagner de l'argent n'est pas lente du tout. Puis il entend quelque chose de différent. Cette fois, il est sûr que le son appartient au boss. Il se dirige vers lui et se retrouve face au monstre poisson de l'oasis, Ellie. Au premier coup d'œil, il observe que la créature a l'air assez unique. Avec un sourire confiant, il marmonne qu'il va jouer avec, mais le boss n'a aucune intention de jouer. Il rugit furieusement et charge. Subé réagit instantanément. Il bondit vers le haut avec sa compétence Flash Gap, tire son arbalète en l'air et atterrit 3 coups critiques, chacun infligeant plus de 1000 dégâts. Enragé, le boss lance son arme, mais Tsubé esquive sans effort. Il se moque du monstre, disant qu'il est toujours aussi stupide qu'avant et qu'il n'a fait aucun progrès. Il déclenche alors un autre barrage, cette fois en claquant des coups critiques directement dans son visage, infligeant plus de 3000 dégâts au total. Une notification système sonne en le félicitant d'avoir vaincu le monstre poisson de l'oasis et d'avoir terminé le 6e étage de la tour de Dieu. Il reçoit un billet d'entrée pour le 7e étage. Étant donné qu'il est également le premier joueur à vaincre le monstre poisson de l'oasis dans la saison 10, il est récompensé par un coffre en or, un orbe d'expérience de novice et 50 pièces d'or. Son temps de dédouanement est enregistré à 1h58 minutes et 59 secondes, établissant un nouveau record de première clairance pour le 7e étage. Il gagne également le titre de chasseur de Murloc. Bien qu'il admette que le niveau a pris plus de temps que prévu, il estime que les récompenses supplémentaires en valent la peine. 5 coffres au trésor en argent apparaissent autour de lui. L'une après l'autre, les notifications l'informent du butin, 10 petits reconstituants sanguins, 5 pièces d'or, 50, et une pièce d'équipement d'excellente qualité, les gantelets du démon poisson. Il acquiert également 10 petites potions d'expérience et 30 points de cuivre. En regardant les récompenses, il marmonne que les drops ne sont pas extraordinaires mais toujours mieux que rien. En examinant les gantelets du démon poisson, il décide de les améliorer. Après les avoir améliorés à +8, il équipe les gantelets et note que leurs propriétés sont suffisamment impressionnantes pour être utilisées pour le moment. Avec son nouvel équipement en place, Subé se dirige vers le portail menant au 7e étage. Il se fixe un objectif clair, conquérir les 10 premiers niveaux en moins de 20 heures. Il se dit que s'il peut finir en une journée, le titre de rookie de l'année sera sûrement le sien. Mais au moment où il se prépare pour la prochaine étape, une annonce mondiale résonne dans toute la tour. Il félicite le joueur Lin Meng Xuan pour avoir obtenu la profession de niveau S, Berserker. La nouvelle surprend Subé. Il grimace et admet à lui-même qu'il ne s'attendait pas à ce que la première joueuse de niveau S soit Lin Meng Xuan, se demandant comment ce type a réussi à apparaître si rapidement. Les gens partout commencent à parler de Lin Meng Xuan. Beaucoup se demandent quelle est sa fille aînée, car la famille Lin de Pékin a déjà une Lin Meng Xuan qui a épousé Li Jiangxuan. Ce Li Jiangxuan est une figure invincible classée numéro 1 dans le monde. Lorsque la nouvelle se répand, la plupart des joueurs n'en croient pas leurs yeux. De leur point de vue, Lin Meng Xuan a le potentiel de ne pas devenir rookie de l'année, mais peut-être même de surpasser ses futurs concurrents. Après tout, quelqu'un qui grimpe jusqu'au sommet peut parfois éclipser même la première place actuelle. Si même le joueur classé 2e ne peut pas faire face à une telle personne, quel espoir reste-t-il aux autres? Le choc grandit lorsque les gens réalisent que ce Lin Meng Xuan est en fait la future belle-fille de Li Jiangxian. Cette connexion rend son ascension encore plus intimidante car cela signifie que le pouvoir et l'influence de Li Jiangxian la soutiendront probablement. Pourtant, cela semble impossible. Subé a déjà atteint le 7e étage, mais elle n'a pas dépassé le 3e. Mais avec son changement de travail terminé, sa puissance de combat augmentera considérablement. Au moment où elle atteindra le niveau 10, sa force sera indéniable. Certains joueurs spéculent davantage. Une femme souligne que Li Jiangxian a dû préparer de grands coups pour elle, car il n'y a aucune chance qu'il ne l'ait pas fait. Un autre gars est d'accord, ajoutant que même le roi de Zhou a transmis ses armes à son fils. Pendant ce temps, quelqu'un vérifie la liste de classement. Il montre Subé en première place, Lin Meng Xuan en 2e et Zhu Junkai en 3e. Zhu Junkai lui-même s'irrite en regardant le tableau. Marmonnant pour lui-même, il dit que c'est bien d'être derrière pour l'instant. Une fois qu'ils auront tous atteint le 5e étage, il les fera souffrir. De retour à l'intérieur de la tour, le 7e étage se révèle être le château sombre. Pour la plupart, les monstres ici sont terrifiants. Mais pour Subé, ils ne sont rien de plus que des tas de vieux os. Il se souvient parfaitement de leurs points faibles et ne cesse de porter des coups critiques, éliminant facilement les ennemis. On dirait que même cet étage ne le ralentira pas longtemps. Ailleurs, au 4e étage, le désert écarlate, Lin Meng Xuan se pousse à fond. Elle refuse de perdre contre qui que ce soit. Même si elle vient d'obtenir le rang de Berserker, elle sait qu'elle doit dépasser Subé si elle veut s'assurer sa place au sommet. Zhu Junkai atteint finalement le 5e étage de la tour de Dieu, le marais brumeux. Riant fièrement, il déclare qu'avec le fragment de pierre du destin,
il peut enfin changer de travail. Une notification confirme bientôt qu'il a obtenu un cristal de changement de travail de niveau SS et qu'il a été transféré avec succès à la rare classe de tireur SS. Mais pendant que Zou célèbre sa percée, Subé est déjà loin devant. Il se bat à travers le 8e étage de la tour de Dieu, l'abîme de la douleur. Les monstres ressemblant à la faucheuse qui se cache ici n'ont aucune chance. Subé ne cesse de porter des coups critiques, brisant leurs os les uns après les autres. Il se moque même d'eux, riant en soulignant à quel point ils sont inutiles puisqu'ils ne sont rien de plus que des monstres d'os. À ce stade, il ne reste plus que 2 étages avant qu'il n'atteigne son objectif. Pendant ce temps, Lin Meng Xuan, qui occupe la 2e place, est toujours bloquée au 6e étage. Déterminée, elle se dit qu'elle le rattrapera quoi qu'il arrive. Mais combattre les monstres ici n'est pas une tâche facile. Elle se rend compte qu'elle a perdu trop de temps dans l'oasis et se pousse plus fort, désespérée de combler le fossé. À présent, Subé est déjà entré dans le 9e étage, la ville des cauchemars. L'endroit le dégoûte, les monstres, l'atmosphère, tout semble pourri. Il grommelle en disant qu'il ne veut même pas rester ici plus longtemps que nécessaire, alors il se précipite en avant, éliminant les ennemis aussi vite que possible. Pendant que Lin Meng Xuan se ferait un chemin jusqu'au 7e étage, Subé se dirige directement vers le 10e, la plateforme des cauchemars. Là, il se retrouve enfin face au boss de l'étage, les cauchemars. Subé ne perd pas de temps. Il l'appelle le petit cauchemar et dit que c'est le dernier obstacle qui le sépare du titre de roi des rookies. Le monstre rugit en retour, refusant de tolérer sa moquerie, mais Subé n'est pas intéressé à jouer. Il charge, frappant directement à ses reins, forçant le boss à chanceler. Nightmare Arm essaie de l'attraper, menaçant de le punir pour avoir osé profaner le domaine du cauchemar. Subé se moque juste, repoussant sa main en l'air. Il se moque du boss, disant que cette astuce n'a pas fonctionné avant et ne fonctionnera pas maintenant, avant de terminer par une frappe impitoyable, disant au monstre que sa place légitime est en enfer, et non devant lui. Avec une frappe massive, Subé abat finalement le boss. Le monstre pousse un cri pitoyable insistant sur le fait que les cauchemars sont censés être invincibles et se demandant comment il pourrait être vaincu par un simple jeune homme. Presque instantanément, une vague de notifications remplit la vision de Subé. Il est félicité pour avoir battu le record du premier kill, avoir terminé le 10e étage de la tour de Dieu et avoir remporté une nouvelle victoire pour les joueurs du royaume de Yan. Son temps de clair est enregistré à 54 minutes et 23 secondes. Le système annonce également qu'il est le tout premier joueur de cette saison à conquérir le 10e étage. En récompense, il reçoit un cristal de transfert de travail aléatoire de niveau SSS et, enfin, le titre tant attendu de roi des rookies. Le titre augmente l'expérience de chasse aux monstres de 100%, augmente passivement tous les attributs de 20 et reste valide jusqu'au début de la prochaine saison. Subé ne peut s'empêcher de se sentir ravi. Il se fait la remarque qu'il a enfin atteint à la fois le cristal de niveau SSS et le titre de roi des rookies, quelque chose qu'il n'a jamais réussi à obtenir même après avoir terminé 999 niveaux dans sa vie antérieure. Regardant devant lui, il remarque la rangée de coffres au trésor en or brillant qui l'attendent. Il décide d'en ouvrir 5 à la fois, espérant quelque chose qui en vaille la peine. Du premier, il est félicité pour avoir obtenu l'arme de qualité rare, l'épée du tigre blanc. Cependant, il la rejette comme étant décevante, notant que ses attributs ne conviennent pas vraiment à sa construction. Le coffre suivant lui accorde une carte au trésor perdu, ce qui l'excite. Il réfléchit à l'utilité des cartes au trésor, car avec suffisamment de chance, elles peuvent mener à un équipement de qualité parfaite. Un autre coffre le récompense avec un bouclier d'énergie de qualité rare suivi d'une pierre à effet de lumière. Il reconnaît que bien que le bouclier ne lui soit pas particulièrement utile, la pierre est précieuse car elle permet de cacher l'équipement et d'éviter des problèmes inutiles. Enfin, il tire l'équipement de qualité parfaite, le point du dragon de feu. Cette prise attire immédiatement son attention, et il l'essaie rapidement. Il note que les statistiques sur les gants sont proches du niveau épique, et les mouvements flashy créés lorsqu'on les manie sont impressionnants. Il est convaincu que cette arme facilitera grandement la gestion des monstres plus coriaces à l'avenir. Satisfait, il ouvre sa fenêtre de statistiques pour revoir ses progrès actuels. Son profil montre le nom, Subé. Niveau, 10. Ne peut pas encore être mis à niveau. Profession, pas encore changé. Force, 80 plus 8. Agilité, 80 plus 8. Physique, 80 plus 8. Esprit, 80 plus 8. Santé, 880. Constitution multipliée par 10. Subé vérifie une fois de plus sa fenêtre de statistiques. Sa valeur magique est de 880 calculée à partir de l'esprit multiplié par 10. Son attaque physique est de 176, la force multipliée par 2, tandis que son attaque magique est également de 176, l'esprit multiplié par 2. Ses emplacements d'équipement ont l'air empilés. L'horloge de toute chose, un artefact suprême, le point du dragon de feu plus 1, de qualité parfaite, l'armure d'or violet en chaîne plus 1, de qualité parfaite, l'arbalète du dragon volant plus 1, de qualité parfaite, le poignard exquis plus 8, d'excellente qualité, et à un pas, de qualité rare.
Sa constitution est 10 fois la base, et pour couronner le tout, il a également la ceinture du dragon de feu +1, de qualité parfaite, le tube d'or violet en chaîne +1, de qualité parfaite, l'arbalète du dragon volant +10 et une épée lanterne exquise +8, d'excellente qualité. En regardant tout cela, il sourit et se dit qu'avec ses statistiques, l'amélioration grâce à l'horloge de toute chose transformera son coup de poing en quelque chose de mortel. Il décide ensuite de vider les quelques 30 coffres au trésor en argent restants, principalement pour les échanger contre de l'argent. Les notifications ne cessent de défiler, félicitations pour avoir reçu des épées exquises, une épée de fer, des boucles d'oreilles de lune, 10 petites potions d'expérience, 5 pièces d'or et même une paire de bottes en cuir vert foncé. Soudain, les annonces commencent à résonner sur tout le serveur. La première déclare qu'au cours de la 10e saison, le joueur Subé est devenu le premier à terminer le 10e étage de la Tour de Dieu et a officiellement reçu le titre de roi des recrues. Une autre annonce suit, confirmant que Subé a terminé les 10 premiers étages en seulement 17 heures, 2 minutes et 34 secondes, pulvérisant complètement le record historique. Pour cela, il est récompensé par un autre cristal de transfert de niveau SSS aléatoire. Partout dans le district oriental, les habitants de la ville de Xinqing perdent la tête à cause de la nouvelle. Certains crient d'incrédulité qu'un cristal de niveau SSS soit apparu, notant qu'il ne s'agit que du 10e depuis la création de la Tour de Dieu. D'autres se rappellent que le dernier guerrier de niveau SSS de la nation Yen était Li Jinxian, maintenant classé numéro 1 mondial. Les foules commencent même à prier, demandant des bénédictions sur la nation Yan. À l'intérieur d'une salle de conférence, l'atmosphère n'est pas plus calme. Les dirigeants se démènent alors que le capitaine exige toutes les informations sur Subé. Il ordonne à Pei Lingxiu d'assurer le suivi immédiatement, en s'assurant que leur équipe l'engage dès qu'il quitte la zone novice, l'avertissant de ne laisser aucune autre équipe prendre de l'avance. Lorsque Pei Lingxiu mentionne prudemment qu'un recrutement approprié devrait impliquer des conditions d'offre, le capitaine la coupe sèchement. Il lui dit d'oublier les négociations et d'utiliser simplement les normes les plus élevées de leur 11e équipe d'élite. Pei quoi qu'il arrive. Recrutez-le directement dans l'escouade de première ligne. Le capitaine insiste sur le fait qu'avec Subé à leur côté, ils auront un combattant de niveau SSS sous leur bannière. Hui Lingxiu finit par accepter, pensant en privé que le capitaine a raison. Elle a hâte de faire taire une bonne fois pour toutes les moqueries arrogantes qu'elles ont endurées de la part des 5e et 6e équipes. À la taverne des débutants, les gens bavardent sans cesse. Quelqu'un fait remarquer que Subé n'a toujours pas changé de job. Un autre est d'accord, soulignant que réaliser de tels résultats sans changer de classe signifie que sa force est terrifiante. Quelques-uns se demandent pourquoi il refuse de changer de job et se demandent s'il pourrait retourner à Novistown. Ils avouent qu'ils aimeraient le voir de leurs propres yeux. Pendant qu'ils parlent, la porte de la taverne s'ouvre brusquement. La foule panique et crie à celui qui ose agir de manière aussi imprudente. Mais quand il réalise que c'est Subé qui porte un énorme sac, tout le monde se fige. Personne n'ose se frotter à lui. Certains murmurent qu'il doit être fou. Sûr que la patronne va le battre à mort pour avoir débarqué comme ça. D'autres abondent dans ce sens, disant que quiconque est assez stupide pour la taquiner finit généralement mort sur le coup. À leur grand étonnement, la dame de la taverne ne se fâche pas du tout. Au lieu de cela, elle félicite Subé pour son efficacité et semble même vraiment heureuse de le voir, ne montrant aucune mauvaise volonté. Subé lui dit alors de lui apporter une tasse d'étoiles filantes. La patronne rit doucement et dit qu'il doit être doué pour boire puisque cette recette est sa spécialité exclusive. Les spectateurs sont mal à l'aise, chuchotant entre eux et se demandant qui est vraiment ce type. Ils ne comprennent pas comment la patronne tolère quelqu'un qui a défoncé sa porte, et pourtant elle loue même la récolte qu'il a rapportée. Elle renifle le saké, fidèle à ses sens de Warby, remarque immédiatement qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur. Pourtant, elle l'avertit que peu importe à quel point il parle doucement, il n'y aura pas de réduction, une pièce d'or la tasse et pas de crédit. Alors que Subé boit, il remarque une notification indiquant qu'une tasse d'étoiles filantes augmente tous les attributs d'un point. La patronne secoue la tête et soupire qu'il n'apprécie même pas la rareté de ce qu'il consomme, le comparant à une vache qui mâche une pivoine. 11h15 du matin. Après avoir fini, Subé s'étire avec fatigue et dit à Sœur Dana de lui arranger une chambre privée à l'étage car la journée l'a épuisé. Juste à ce moment-là, une autre silhouette entre, et tout le monde est choqué de voir Lin Yuxin entrer. Elle-même se sent soulagée en pensant à la chance qu'elle a eue de ne pas avoir intensifié leur conflit plus tôt. Sinon, elle craint que l'issue n'ait pas été bonne. Subé la salue avec désinvolture, disant qu'il l'attendait. Lin Xuan, debout à côté d'elle, l'exhorte à vérifier les marchandises. Quand Lin Yuchen regarde à l'intérieur du sac, elle est stupéfaite. Elle n'avait pas imaginé qu'il serait rempli d'autant de choses. Dans la salle privée à l'étage de la taverne, Subé révèle enfin le contenu de son sac. Les autres personnes rassemblées là sont stupéfaites en silence, chuchotant entre elles et se demandant si cela pourrait réellement être un sac au trésor. Subé étale tout et dit calmement que tout ce dont ils ont besoin est juste ici. L'assistant, cependant, marmonne qu'il est juste trop bon pour faire semblant. Maintenant, la vraie question se pose, le prix. Lin Yuchen ne peut pas quitter des yeux l'éclat des trésors.
Étendu devant elle se trouve un cristal de changement de job de niveau AF, 50 cristaux de niveau E, 20 pièces de grade C, 30 pièces de grade D et 5 cristaux de grade B. Chaque type dont on pourrait avoir besoin est là, bien en vue. Tsubé mentionne même qu'il y a un cristal de transfert de job de niveau 5 si elle est intéressée. Puis il ajoute avec désinvolture qu'il a aussi un cristal de transfert de job de niveau S, quelque chose qu'il avait presque oublié. Au moment où il le dit, la pièce tombe dans un silence stupéfié. De tout ce qu'il a exposé jusqu'à présent, ce simple cristal est le plus choquant de tous. Personne présent ne peut croire ce qu'il voit, un véritable cristal de changement de job de niveau S gisant juste devant lui. 11h16 du matin. Lin Yuchun est sans voix alors qu'elle le regarde fixement. La notification affiche clairement les informations de l'article, un cristal de transfert de carrière de niveau S mage érudit. L'assistant derrière elle lâche, incrédule, que c'est vraiment un cristal de niveau S. Lin Yuchun le ramasse avec précaution, le tient un instant et ressent sa puissance avant de le reposer sur la table. Son expression est claire. Il est hors de question qu'elle laisse passer ça. Elle en a besoin, et elle en a besoin maintenant. Elle lui demande combien il faudra, combien elle devra payer. Tsubé ne perd pas de temps. Il explique que tout sauf le cristal de grade S sera vendu au prix du marché. Pour le paiement, il veut 10% en espèces et le reste en pièces d'or. De plus, il préparera une liste de fournitures et s'attend à ce qu'elle l'aide à les acheter. Lin Yuchun hoche la tête rapidement, confiante qu'un tel arrangement ne posera pas de problème. Les fournitures sont la chose la plus facile à gérer pour elle. Tsubé lui remet alors une feuille de papier expliquant que c'est la liste qu'il veut acheter. Un soldat debout à proximité l'accepte avec un signe de tête et dit qu'elle semble bien. Lin Yuchun lui ordonne alors de partir immédiatement et de commencer à organiser l'achat. Une fois l'accord conclu, Tsubé se penche en arrière sur le canapé et leur dit qu'il est temps de discuter du cristal de grade S, demandant à Lin Yuchun de lui donner un prix. Elle commence à calculer rapidement, ne voulant pas laisser passer une telle chance, et offre immédiatement 200 millions en espèces. Le nombre laisse Tsubé stupéfait. Il ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi scandaleux. 2 cents,000,000. Il se dit que ça ne vaut peut-être pas vraiment autant. Après tout, il a déjà vu des trésors d'une valeur folle, et ce cristal ne semblait pas être du même niveau. Mais Lin Yuchun n'a pas fini. Elle explique que les cristaux de transfert de job de niveau S sont toujours rares, donc son offre est plus que raisonnable. En plus de l'argent, elle promet 200 000 pièces d'or et ajoute même une maison à l'Infant City, la première ville de la Tour de Dieu. Les gardes derrière elle ne peuvent cacher leur choc, murmurant qu'une telle propriété est incroyablement chère et hors de portée des gens ordinaires. Tsubé fait une pause, pesant le pour et le contre. Plus il y pense, plus il se rend compte que l'offre vaut en effet au moins ce qu'elle prétend. Lin Yuchun attend tranquillement sa réponse, observant attentivement. Finalement, il dit qu'il comprend et ne marchandera pas davantage, demandant seulement si le paiement dans les 7 jours serait acceptable. Pour Lin Yuchun, ce n'est pas un problème. Elle accepte tout de suite et l'invite à signer le contrat sans perdre de temps. Le contrat est rédigé et signé avec Lin Yuchun observant chaque trait de son stylo comme si elle craignait que quelque chose ne tourne mal. Lorsque la notification confirme que l'accord est conclu, il se serre la main. Tsubé lui dit que c'est un plaisir de travailler ensemble tandis qu'elle répond qu'elle se réjouit de leur coopération. L'accord étant conclu, Tsubé lui offre la possibilité de dire autre chose. Lin Yuchun admet que le monde entier sait déjà qu'il a obtenu un cristal de transfert de job de niveau SSS et lui dit que le groupe Lin serait ravi de l'accueillir. Mais Tsubé agite simplement la main, disant qu'ils peuvent en parler plus tard car il n'a pas l'intention de changer de job pour le moment. Cette réponse déconcerte Lin Yuchun. Elle se demande pourquoi il ne changerait pas de job immédiatement, se demandant s'il n'a pas peur que quelqu'un vienne le voler. Tsubé rit simplement, disant qu'il a ses propres plans, puis s'excuse pour retourner dans sa chambre et se reposer. 11h17. Pendant ce temps, la taverne bruise de commérage. Les habitués murmurent que c'est la première fois qu'ils voient la fille aînée de la famille Lin agir avec autant de douceur avec qui que ce soit, et ils spéculent sur qui pourrait être cet homme mystérieux. Certains suggèrent qu'il pourrait vraiment s'agir de Tsubé, mais d'autres rejettent l'idée, soulignant que quelqu'un qui a franchi le 10e étage de la Tour de Dieu ne se promènerait pas avec un équipement de débutant. Tsubé, entendant la conversation en s'éloignant, peut les entendre réaliser progressivement la vérité. Certains le reconnaissent immédiatement et s'exclament que c'était vraiment Tsubé à l'instant. Pourtant, beaucoup restent sceptiques, arguant qu'un joueur de son niveau devrait être drapé dans un équipement luxueux, et non être plus mal habillé qu'un aventurier ordinaire. D'autres rétorquent que les joueurs forts cachent souvent leur identité exprès, donc c'est logique. Même la patronne se joint à la discussion en le grondant par contumace. Elle se plaint qu'à cause de Tsubé, elle fait maintenant face à toutes sortes de problèmes qui affectent son commerce et insiste pour qu'il soit tenu responsable. La patronne se dirige vers la chambre où Tsubé dort silencieusement. Elle le regarde d'abord et se dit qu'il se cache ici pour dormir. Puis elle s'approche et lui donne un léger coup de pied. Tsubé, encore à moitié endormi, demande d'une voix somnolente pourquoi elle est là et pourquoi elle fait autant de bruit. La patronne approche son visage du sien et lui dit qu'elle ne peut pas faire son commerce correctement à cause de lui.
Elle demande également si son nom est Nana et l'avertit qu'il ferait mieux de trouver un moyen de régler le bazar en bas, sinon elle le tuera. Subé, cependant, se demande toujours si Nana est vraiment son nom. Puis il sort une grande pile de pièces d'or et les lui montre. La patronne est choquée et surprise après les avoir vues. Subé demande si c'est suffisant pour payer sa chambre. La serveuse de la taverne répond que le montant est plus que suffisant et dit qu'elle est une professionnelle pour résoudre les problèmes. Pourtant, Subé mentionne qu'il est fatigué et demande s'il peut dormir un peu plus longtemps. Il ajoute que tuer des gens est une option, mais la patronne le rassure en lui disant qu'elle n'est pas une meurtrière. Subé lui dit alors qu'il a une affaire à discuter. La serveuse de la taverne se demande s'il lui a apporté une autre recette de vin rare. Elle demande combien de recettes il a cette fois. Mais au lieu d'une recette, Subé sort un cristal. La vue laisse la patronne sans voix. Elle dit qu'il est vraiment capable et demande s'il a vraiment obtenu un cristal de transfert de Job de niveau SSS. Subé répond qu'il prévoit de commencer le test de Dieu. En entendant cela, la patronne comprend enfin, mais elle se demande toujours comment il connaît le test de Dieu. Subé explique dans sa tête qu'il a passé le test plus de 100 fois dans sa vie passée, et, bien sûr, il le connaît. Mais il ne lui révèle pas cela. Au lieu de cela, il lui dit simplement qu'elle n'a pas besoin de connaître les détails, seulement de répondre à sa question de savoir s'il est qualifié. La patronne explique que le cristal lui-même est le certificat pour entrer dans le test des dieux. Elle dit qu'à l'intérieur, il ne peut gagner aucune pièce d'or ni aucun équipement. Il n'y a qu'une seule récompense, le cristal de profession caché. Cristal. Mais elle veut également confirmer si Subé est absolument certain de participer, car une fois qu'il entrera, le cristal sera consommé et il n'aura qu'une seule chance. Subé pense à la façon dont il a échoué plus de 100 fois dans sa vie antérieure, mais cette fois, il est déterminé à ne pas échouer. Il dit à la patronne qu'il est absolument certain de sa décision et lui demande de programmer le test. Cela la laisse sans voix, et après une pause, elle murmure que s'il veut mourir, elle ne l'arrêtera pas. Subé répond calmement qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter car il a une longue vie devant lui, et il ne mourra pas ici. À ce moment-là, le cristal dans sa main commence à se fissurer. La patronne prend le cristal et dit qu'ils sont sur le point de commencer. Une notification système apparaît déclarant que le test de Dieu a commencé et lui demande s'il veut entrer. Il avertit également qu'une fois qu'il entrera, il n'y aura plus de retour en arrière, il devrait donc bien réfléchir. Un énorme cercle magique se forme soudainement sous la patronne. Elle dit une fois de plus à Subé qu'il n'est pas trop tard pour regretter son choix. Subé lui demande quand elle est devenue si bavarde, lui rappelant qu'elle n'était généralement pas comme ça. En entendant cela, elle lui donne un coup de pied en colère directement dans le cercle magique, rétorquant que s'il pense vraiment qu'elle le harcèle, alors il peut aller en enfer à la place. Avec un grand fracas, Subé est entraîné dans le cercle. Alors qu'il descend, une voix mystérieuse résonne dans son esprit, lui disant de ne pas utiliser cette astuce. La patronne est laissée pour compte, fronçant les sourcils alors qu'elle se demande ce que ce message étrange pourrait signifier. Elle marmonne pour elle-même que ce morveux lui donne toujours un sentiment étrangement familier. À l'intérieur de l'épreuve, la lave s'étend partout. Subé est allongé sur un bloc de terre solide entouré de rivières de lave en fusion. Alors qu'il se lève lentement, il pense à quel point cet endroit lui semble familier. Il se dit qu'il est de retour à l'épreuve divine une fois de plus. En regardant la notification du système, il confirme que c'est exactement la même chose que dans sa vie antérieure. Le message explique qu'il est officiellement entré dans l'épreuve divine et que son équipement et ses emplacements de sac à dos ont été scellés. Toutes les amplifications ont été temporairement supprimées et ne seront restaurées qu'après avoir réussi le test. Subé commence à avancer dans ce paysage de feu. Le long du chemin, il remarque d'innombrables crânes éparpillés sur le sol, preuve de ceux qui n'ont pas réussi à s'échapper. En les dépassant, il se dit que les cadavres gisant dans la rivière sombre sont tous les restes d'hommes qui ont eu le courage de défier cette épreuve. Bien que cela semble contradictoire, c'est la vérité. Ces braves sont exactement ce qu'il est venu surpasser ici. Et dans cette vie, se dit-il, cela ne se terminera pas de la même manière. Subé vérifia à nouveau sa fenêtre de statistiques et soupira que les bonus des armes et de l'équipement étaient presque inexistants, et même son sac à dos était scellé. Son nom était affiché comme Subé. Son niveau est resté fixé à 10, inchangé. Son métier n'avait pas encore été modifié. Ses statistiques de force, d'agilité, de physique et d'esprit affichaient toutes 100. Sa santé était de 1000, calculée comme la constitution multipliée par 10. Sa valeur magique était également de 1000, soit l'esprit multiplié par 10. Son attaque physique était listée à 200, calculée comme la force multipliée par 2, et son attaque magique était la même, l'esprit multiplié par 2. Son équipement ne consistait qu'en une longue épée de novice brut, une épée courte de novice brut et une tunique de débutant brut. Malgré cela, Subé se rappela qu'au moins la pelle dorée qu'il avait obtenue plus tôt n'était pas scellée par le système. Il la sortit en la serrant fermement dans ses mains. Une nouvelle notification apparut devant lui, avertissant qu'une grande vague de démons de la crypte approchait. Tous les joueurs ont été invités à se préparer au combat. Un compte à rebours apparut, commençant à 59 secondes, diminuant rapidement vers 55. Subé prépara sa posture, l'arme à la main.
Il pensa que ses attributs actuels étaient déjà plus élevés que lorsqu'il avait tenté l'épreuve divine dans sa vie antérieure. S'il devait échouer à nouveau cette fois, ce serait bien trop honteux. Le compte à rebours affichait 3. Tsubé murmura que la zone d'activité ne faisait qu'un peu plus de 1000 mètres carrés, ce qui signifiait qu'il devrait rester complètement concentré. Un faux pas dans la lave environnante signifierait une mort instantanée. À 2 secondes, un portail s'ouvrit. Des formes sombres commencèrent à émerger. Bientôt, des dizaines de démons de la crypte se déversèrent dans l'arène. Chacun était classé au niveau élite 10 avec 250 d'attaque magique, 180 de défense et 2000 de santé. Leurs compétences comprenaient la toile d'araignée et l'enfouissement. Tsubé plissa les yeux. Il les reconnut immédiatement et murmura qu'il était prêt pour eux. Les démons se multiplièrent rapidement, remplissant le sol. Plutôt que d'attendre, Tsubé se lança en avant en frappant l'un d'eux avec un coup violent. Son coup critique réduisit 500 HP en un instant, mais il fronça les sourcils. Comparé au nombre massif qu'il avait l'habitude d'infliger, les dégâts semblaient pitoyables. Il frappa à nouveau, et cette fois sa frappe perça plus profondément, réduisant les 2000 HP complets de la créature en un seul coup. Le système l'informa immédiatement de sa première élimination de démon, lui attribuant un point. Il l'encouragea à continuer. Tsubé murmura que la récompense semblait avare, mais il ne perdit pas de temps. Il se lança à nouveau en avant, tranchant démon après démon. Ses coups critiques commencèrent à atterrir plus fort, chacun réduisant 2000 HP à la fois. Maintenant, 3 démons de la crypte tombèrent devant lui en un seul coup, s'effondrant sous le poids de sa pelle dorée. Couper l'acier était l'une des applications les plus élémentaires de l'énergie de l'épée. Au-delà de cela, il existait des techniques comme la tranche de QI d'épée et l'assaut de QI d'épée, des compétences qui pouvaient augmenter considérablement la puissance de combat d'un joueur. Dans une situation comme celle-ci, avec des dizaines de monstres se précipitant vers lui, Tsubé savait qu'il avait besoin de quelque chose de vraiment puissant pour percer. Même pendant qu'il se battait, il pensait que sans maîtriser ces techniques, il ne pourrait jamais réussir le test. L'expérience seule ne suffisait pas, mais les monstres n'étaient pas simples non plus. Il bougeait avec ruse, attendant le bon moment pour le submerger. Tsubé, cependant, sentit l'embuscade. Ses instincts s'aiguisèrent. Il esquiva immédiatement, évitant les frappes coordonnées, et contre-attaqua avec un coup violent. Son épée atterrit proprement, déchirant l'un des démons avec un coup critique. La santé de la créature chuta de 2000 en un instant. C'était une élimination en un coup, et il réussit à la réaliser 3 fois de suite. Le système sonna, démon tué, 3. Points actuels, 10. Une autre notification suivit, astuce, accumulez 100 points pour gagner une chance de restaurer votre statut. Ce petit détail lui remonta le moral. Avec un sourire s'étalant sur son visage, Tsubé se relança dans la bataille, les lames clignotant alors qu'il abattait vague après vague de démons. Des notifications inondèrent son écran à chaque frappe. Pendant ce temps, sur les forums, tout le monde spéculait. Au niveau 25, un utilisateur demandait pourquoi Tsubé n'avait toujours pas utilisé son cristal de transfert de classe de niveau SSS. Un autre, au niveau 26, se plaignait qu'il était trop imprudent et qu'il aurait dû l'activer il y a longtemps. Au niveau 27, quelqu'un d'autre se demandait s'il n'avait pas peur de le perdre complètement. Plus bas, les commérages ont changé. Au niveau 156, des rumeurs disaient que Lin Yuchan vendait aux enchères de l'équipement de novice en ville, des objets d'une qualité inhabituellement élevée, y compris une variété de cristaux de transfert de classe. Le niveau 157 a éclaté de choc. Les joueurs se demandaient si ces objets provenaient de Tsubé lui-même. Et au niveau 158, un autre internaute l'a confirmé avec certitude, disant qu'il ne faisait aucun doute que Lin Yuchan n'était qu'au niveau 4. Qui d'autre aurait pu fournir de tels trésors sinon Tsubé? Au niveau 159, certains joueurs ont spéculé que Tsubé ne vendrait jamais ses cristaux de niveau SSS. Pourtant, les rumeurs et les débats se sont poursuivis sans fin, se répandant même dans la taverne de la ville des novices. À l'intérieur, la tavernière a réprimandé la foule, les avertissant d'une voix forte que s'ils osaient remettre les pieds au 2e étage, elle les traiterait comme des voleurs et les tuerait sur le coup. Elle a clairement indiqué que Tsubé n'était pas à l'étage et que son cristal de transfert de classe de niveau SSS avait déjà été brisé en fragments inutiles. Elle espérait que cela mettrait fin au harcèlement constant visant Tsubé, mais la foule agitée refusait de la croire. Certains ont murmuré qu'il était impossible qu'un tel cristal ait été détruit, exigeant des preuves. Un autre a ricané en disant que c'était impossible. La dame n'a fait que ricaner en réponse. Elle leur a rappelé qu'il n'était pas nécessaire d'avoir des preuves pour tuer quelqu'un. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait broyé le cristal de ses propres mains, et s'ils doutaient d'elle, ils étaient les bienvenus pour tester sa force de préhension eux-mêmes. Ses paroles portaient un tranchant glaçant lorsqu'elle a demandé si elle était assez forte pour leur écraser les mains ou même la tête, mais elle a averti que quiconque se porterait volontaire pour une telle expérience pourrait ne pas y survivre. Pendant ce temps, dans la salle de réunion du groupe de stratégie, l'atmosphère est devenue tendue. Le chef et son équipe examinaient des informations lorsqu'un éclaireur s'est précipité, le visage pâle, et a rapporté que Dana, la tavernière, avait affirmé avoir personnellement détruit le cristal de niveau SSS de Tsubé. Le chef était stupéfait,
exigeant une confirmation, tandis que le reste du groupe se taisait. Ils ont raisonné que Dana était un PNJ et ne mentirait jamais, ce qui signifiait que la nouvelle devait être vraie. Avec cette prise de conscience, le désespoir les a envahis. Ils venaient de perdre le dernier fil d'espoir auquel ils s'accrochaient. Au loin, la base de joueurs plus large a éclaté dans des réactions mitigées sur les forums. Au niveau 1008, quelqu'un s'est moqué de Tsubé en riant que Yarn Country avait produit un imbécile qui exhibait son cristal partout mais ne l'avait jamais utilisé, pour finalement le faire détruire. Au niveau 1059, un autre a déclaré entre deux crises de rire que c'était comme un canard cuit qui s'enfuyait juste au moment où il était prêt à être mangé, utilisant le propre dicton de Yarn Country pour enfoncer l'insulte. Au niveau 1324, le ton a pris une tournure plus sombre. Les joueurs ont insisté sur le fait que c'était le destin, que Yarn Nation n'était pas digne de posséder un cristal de niveau SSS. Cristal. Ils ont affirmé que seule Fabing Nation méritait une telle gloire et que l'honneur d'avoir un deuxième super joueur de niveau SSS leur appartiendrait à eux seuls. Au niveau 1447, les joueurs de Sakura Country ont pris confiance, déclarant avec audace que leur prochain super joueur de niveau SSS viendrait sûrement de leur nation. Ils ont placé leurs espoirs sur Yumori Gwang, le fils de leur Yumurita, insistant sur le fait qu'il était destiné à surpasser même la maîtrise de son père. Pendant ce temps, lors de la réunion du groupe de stratégie, l'atmosphère était tendue. Le chef a claqué la table et a crié de frustration, furieux qu'un cristal aussi important ait été perdu. Un des hommes présents a souri, remarquant qu'il avait toujours dit que Tsubé n'était pas digne de faire partie de la première équipe et que cet incident ne faisait que lui donner raison. Pei Ling-Xiu, debout à proximité, l'a regardé fixement et a rétorqué, lui demandant pourquoi il devait toujours semer la zizanie. Mais l'homme n'a fait que rire moqueusement, la taquinant et suggérant qu'elle pourrait être attirée par Tsubé. Elle lui a dit avec colère de fermer sa bouche. Le patron a interrompu, irrité, exigeant de savoir pourquoi il perdait du temps à se chamailler alors que tous les nouveaux arrivants de niveau SSS étaient déjà partis. Pei Ling-Xiu a rapidement précisé qu'il était inutile de leur crier dessus. Après tout, ce n'était pas elle qui avait écrasé le cristal. Le patron a fait signe de la main au corail et a donné son prochain ordre. Il devait défendre la tour de Dieu. Et au moment où Tsubé quitterait la zone des novices, il devait le capturer immédiatement. Un autre subordonné a demandé pourquoi il devait même se soucier de Tsubé maintenant, arguant qu'il était irréaliste de s'attendre à ce qu'il produise un autre cristal de niveau SSS. Mais le patron a rétorqué sèchement en les traitant tous d'inutiles. Il leur a rappelé que les performances records de Tsubé dans le franchissement des étapes prouvaient qu'il possédait des compétences rares. Avec un tel potentiel, il n'était pas impossible qu'un autre cristal de niveau SSS puisse apparaître à l'avenir. Pei Ling-Xiu a ri et a admis que le raisonnement du patron était bien plus pointu que le leur. Un des hommes a alors demandé quelle méthode il devrait employer, la torture, la coercition ou l'incitation. Le patron l'a réprimandé sévèrement, lui demandant s'il était un bandit ou une brute de prison. La torture, dit-il, était à la fois stupide et impossible contre quelqu'un comme Tsubé. Au lieu de cela, il a ordonné l'incitation. Peu importe la somme d'argent qu'il faudrait, il devait attirer Tsubé et lui faire révéler ses véritables compétences. Ceci, a-t-il déclaré, était essentiel pour l'avenir de Yen Country, et aucun d'entre eux n'était autorisé à échouer. De retour dans le test des dieux au premier niveau, Tsubé a affronté une autre vague d'araignées se précipitant sur lui. Il les a abattus sans effort, infligeant des coups critiques et tuant chacune d'un seul coup. Riant d'excitation, il les a défiés comme s'il s'agissait de petits diables devant son épée. Peu de temps après, une notification du système a retenti, le félicitant d'avoir réussi le premier niveau et l'exhortant à continuer. Tsubé a finalement laissé échapper un profond soupir de soulagement. 10 longues heures s'étaient écoulées et la première étape était enfin terminée. Son corps se sentait épuisé, mais il n'y avait pas de temps à célébrer. Il s'est rappelé que ce n'était que le début, juste le premier niveau. Devant lui s'étendaient 9 autres épreuves, et pour toutes les franchir, il devrait tuer 1 million de monstres et se hisser au rang SSS. Alors qu'il entrait dans la zone suivante, l'environnement a radicalement changé. Le feu flamboyant et le sol en fusion de la première étape ont disparu, remplacés par un vaste espace ouvert rempli de roches déchiquetées, dont certaines flottaient même de manière surnaturelle dans l'air. Tsubé a jeté un coup d'œil au compteur et a calculé. Il y avait 11 034 ennemis qui attendaient ici. Ce n'était qu'une fraction du total, mais la route semblait déjà infinie. Une notification système est apparue, l'informant qu'il était entré dans le deuxième niveau. Son statut avait été actualisé, mais une grande vague de démons piqueurs approchait. Le compte à rebours a commencé à 59, diminuant de seconde en seconde. Tsubé stabilisa sa respiration et commença à faire circuler sa magie pour récupérer ses forces. La période novice touchait à sa fin, et il n'avait pas de temps à perdre. Le bourdonnement atteignit ses oreilles avant que les sèmes n'apparaissent. Des milliers d'abeilles ont foncé sur lui, leurs ailes coupant l'air comme des lames. Il réalisa immédiatement le danger. Leur dard venimeux pouvait drainer sa vie à chaque coup. Le bruit de leurs ailes remplissait tout l'espace, un nuage de bruit étouffant. Au lieu de paniquer, Tsubé murmura que c'était ennuyeux, mais d'une certaine manière, parfait.
Il échangea son arme contre le fouet de ronce en fer. Ce n'était rien de spécial, seulement de niveau novice, mais son large balayage le rendait plus pratique ici qu'une simple lame. Le fait que l'équipement puisse être changé librement à l'intérieur du test lui donnait un avantage. L'essai se referma. Tsubé frappa une fois, reculant en même temps. Le fouet déchira l'air, libérant une vague de force. 20 démons tombèrent instantanément avec un seul coup critique. Un petit sourire traversa son visage exactement comme il l'avait prédit. Le fouet était parfait pour ce genre de combat. Les démons abeilles avaient peut-être de la vitesse et un poison mortel, mais leur défense était pitoyable et leur santé faible. Sans s'arrêter, il enchaîna avec l'extinction de l'épée, abattant 20 autres en un seul coup. Une autre frappe en fit tomber 30 de plus, puis encore 40 disparurent d'un coup. Les notifications clignotaient sans arrêt alors que son nombre de victimes montait en flèche, et Tsubé avança avec une dynamique croissante, se frayant un chemin dans les sèmes. 12 heures plus tard, Tsubé se battait toujours. Ses mouvements étaient devenus presque mécaniques, les coups critiques s'enchaînant les uns après les autres. Les sèmes de démons piqueurs semblaient infinis, mais à chaque coup de fouet et à chaque frappe, les nombres diminuaient. Sa dernière victime était de 19 en un seul coup, portant son nombre total de points à un nombre étonnant de 2 552 100. Finalement, les dernières abeilles ont touché le sol, leur corps sans vie recouvrant le champ de bataille. Tsubé se tenait grand au milieu du silence, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec l'épuisement. Il murmura qu'il avait enfin terminé. Il les avait tous tués. Revenant à une autre arme, il recommença à avancer. Le deuxième niveau, pensa-t-il, n'avait pas été si mauvais après tout, bien que près de 250 000 démons abeilles Y attendaient. Une notification système l'exhorta à récupérer avant de continuer, lui rappelant que d'autres épreuves l'attendaient. Il obéit, stabilisant sa respiration et reprenant des forces. Peu de temps après, une autre notification apparut. Vous avez atteint le 3e niveau. Tous les statuts actualisés. Une grande vague d'esprits maléfiques approche. Les joueurs se préparent à riposter. Le compte à rebours recommença une fois de plus. 59, 58, 57. Sans hésitation, Tsubé changea à nouveau d'arme. Les esprits maléfiques étaient spécialisés dans les incantations à longue portée, il choisit donc un arc court, la contre-mesure la plus efficace. Avec lui, il pouvait tirer des flèches rapidement avant que les esprits maléfiques ne puissent terminer leur sort. Alors que les créatures ressemblant à des gobelins apparaissaient, ils fixèrent Tsubé, levant les mains pour chanter à l'unisson. Une énergie magique noire s'est rassemblée au bout de leurs doigts, prête à l'abattre. Mais Tsubé était déjà en train de tirer la corde de son arc. Il lâcha flèche après flèche dans un rythme parfait, et le champ de bataille s'illumina des cris des esprits maléfiques blessés. Leur incantation faiblit. Les sorts avortèrent à mi-chemin, la concentration rompue par ces attaques incessantes. Ils connaissaient bien leurs faiblesses. Les longs temps d'incantation les rendaient vulnérables à quiconque ayant des réflexes plus rapides, et la vitesse était sa plus grande force. Avec une confiance aiguë, il se dit qu'en matière de vitesse, il n'avait jamais craint personne. Des flèches critiques percèrent leur défense. 5 tombèrent instantanément l'un après l'autre. Il ajusta sa visée et tira à nouveau, ciblant ceux qui avaient réussi à terminer l'incantation. Des éclairs de magie noire ont filé vers lui en retour. Son agilité le sauva, esquivant au dernier moment possible, mais il réalisa avec tristesse qu'un seul coup pourrait s'avérer fatal. Il devait être encore plus rapide. Pendant ce temps, au loin dans la tour de Dieu, le 10e étage trembla d'excitation. Une annonce résonna dans le ciel. Félicitations à la joueuse Lin Manxian pour avoir franchi la plateforme cauchemardesque au 10e étage de la tour de Dieu. Temps, 40h23 15 secondes. La femme elle-même se tenait avec une expression calme mais déterminée. Bien qu'elle ait assuré sa place, ses yeux se rétrécirent en pensant à voix haute. La 2e place ne suffisait pas. Quelque part, il y avait celui qui avait pris la 1re place, Tsubé. Si le destin le permettait, elle avait l'intention de le rencontrer. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.